Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau podcast des Réfracteurs. Je suis Faye et je suis accompagnée de la charmante et ténébreuse Sophie. Comment vas-tu? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. En plus, c'est bien, on n'a pas le patron avec nous aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut. Bon, je sais pas s'il va être content en nous écoutant au montage, mais c'est pas mal, la liberté. C'est ça. Eh ben, écoutez, aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, fans de cinéma et sûrement fans d'horreur, nous allons parler de deux films. Il s'agit de Démon 1 et Démon 2 de, attention, on va essayer de prononcer bien le nom, Lamberto Bava. Je ne parle pas italien, donc m'en voulez pas. Et en fait, on en parle parce que les deux films ressortent en version restaurée 4K chez Carlotta Film. Et d'ailleurs, nous avons pu nous procurer ces films-là grâce à eux, donc on les remercie. Ouais, vraiment cool. Petit point restauration pour les amateurs de films italiens, vous savez que les couleurs c'est important. Et là, franchement, ils ont pas déconné. Ça rend bien hommage au film. Oui, 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 on peut le dire, c'est un bel objet. Rien que le steelbook, déjà, ça, on voit le ton de la restauration, je trouve, parce que vraiment, ça pète. Vous allez voir, on va tout vous expliquer. On va revenir en long et en détail sur un peu qu'est-ce que c'est ces films, qui est derrière tout ça. Voilà, on va vous donner notre petit avis et notre petite analyse. Donc, on va commencer tout de suite en parlant de Démon 1. Donc, si tu veux commencer, ma chère Sophie, fais-nous un petit pitch. Oui, tout à fait. Donc Démon 1 nous parle de la jeune Cheryl qui va rejoindre son amie Cathy. Et en fait, en sortant du métro, elle se fait aborder par un mec assez chelou qui lui donne des places gratos pour une avant-première pour un film qui va parler de démons. Du coup, elle s'y rend avec son amie. Elle croise d'autres personnages plus ou moins jeunes qui vont tous frissonner devant un film d'horreur en se tripotant dans la salle obscure. Mais bien sûr, comme dans tous les films d'horreur, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Ah bah ça, c'est le cas de le dire. Alors, on doit donc ce film à Lamberto Bava, qui est le fils de quelqu'un de très très connu dans le cinéma italien et donc le cinéma d'horreur, policier, tout ce que vous voulez, et le giallo surtout. Donc c'est le fils de Mario Bava, si tu veux juste nous le resituer avant qu'on parle de son fils. Oui, alors Mario Bava, en fait, c'est un peintre à l'origine qui ensuite est passé au cinéma en tant que chef opérateur avant de devenir ensuite un réalisateur. On le connaît surtout pour avoir lancé le giallo avec La fille qui en savait trop et Six femmes pour l'assassin. Et on le connaît aussi pour Le masque du démon qui a un peu inspiré Démon aussi, hein, puisqu'il y a une histoire de masque et de démon. Voilà, et y a un contexte un peu familial dans le sens où Mario Bava a inspiré Dario Argento. Il me semble qu'ils ont même travaillé ensemble. Et ensuite, Dario Argento a travaillé avec Lamberto Bava, qu'il a pris comme assistant sur un de ses films, ou deux de ses films, je sais plus. Enfin bref, il a été son assistant, et à un moment donné, comme ils bossaient bien ensemble, il a demandé s'il avait un film en tête qu'il voulait qu'il lui produise. Et sachant que Dario Argento a aussi produit Zombie de George Romero. Et ce lien n'est pas non plus complètement innocent, en fait, quand tu regardes le film. Voilà. Mais totalement. En plus, par exemple, on le voit dans les bonus, il y a Dario Argento qui dit qu'un de ses plaisirs, c'est de produire des films, de découvrir des nouveaux talents. Et il disait qu'il se régalait même plus à faire ça qu'à tourner des films. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est vachement dans le partage, dans voilà, mettre en avant d'autres talents, montrer un peu tout l'éventail possible de ce que peut offrir le cinéma de ce genre-là, en fait. Et je trouve ça plutôt positif. Ouais, il y a vraiment un côté
Ouais, tu disais familial, un côté Mm. passionné, un côté on fait ça tranquillou à la maison. Enfin, je trouve qu'il y a une bonne ambiance, il y a quelque chose de positif qui se dégage aussi de ces films-là, on y reviendra. Pour revenir sur la famille Bava aussi, ce qu'il faut dire aussi au lien de Démon, c'est qu'il y a donc le grand-père, donc le papa de Mario Bava, qui était apparemment un sculpteur, mais qui a aussi travaillé dans le milieu du cinéma, dans des effets visuels, en fait, à l'époque, donc les premiers effets spéciaux, à l'époque du cinéma muet italien. Et en fait, dans des interviews, Lamberto disait que il s'est inspiré de certains des travaux de son grand-père pour justement la construction de démons au niveau voilà, de l'apparence de ces démons, le travail sur le masque et compagnie. Donc c'est vraiment une affaire Mm. de famille, puisqu'il y avait même le fils, je crois, de Lamberto qui travaillait en tant que stagiaire sur les deux démons. Alors sur le premier, c'était stagiaire, il n'était pas payé puisqu'il passait son bac, enfin l'équivalent du bac. Et sur le deuxième, effectivement, tu as raison, il était assistant, ouais. Mm. Donc c'est vraiment une affaire de famille. Alors pour revenir à la carrière de Lamberto Bava, donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, il a débuté jeune en aidant son père sur les films, même si au départ c'était pas vraiment ce qu'il tentait, mais un jour voilà, son père lui a dit, il faut que tu m'aides, j'ai besoin de toi. Donc il y allait et puis il a pris le virus et il a commencé par être assistant sur les films de son père, comme tu l'as dit, puis un peu plus tard donc assistant pour Dario Argento. Et en 80, il a fait son premier film qui était Baiser macabre. Puis il a continué ensuite avec La Maison de la Terreur, Le Monstre de l'Océan Rouge, Le Masque de Satan. Voilà. Enfin, il a fait pas mal de films d'horreur. Alors, jusqu'au moment où il a été traité un peu de ringard, ce monsieur. Et ça s'est pas arrangé parce que dans les années 90, il est parti travailler il est parti travailler à la télévision et notamment sur une série dont je suis sûre vous vous rappelez parce qu'elle passait souvent à Noël sur M6. C'est la fameuse Caverne de la Rose d'Or. Euh, donc, qui est une série tirée de contes italiens qui racontent donc les histoires de Fantagaro qui était interprétée par Olivia Martinez, donc qui était une jeune femme qui voulait aussi être guerrière, voilà, qui voulait pas faire comme les autres. Et c'est vrai que ces séries-là sont restées un peu comme un symbole de kitsch, ouais, de choses très très kitsch. J'avais eu l'occasion d'en parler il y a quelques temps dans mon émission Geek en série. Et vraiment, quand on voit la série et qu'on voit les films dont on va parler aujourd'hui, moi je sais que j'ai eu du mal à me dire c'est la même personne. C'est vraiment, on a des armures qui brillent, il y a une inspiration un peu, tu vois, comment il s'appelle, du film de Bowman là, sur le roi Arthur, ça, je trouve plus le nom. Excalibur, voilà. Tu sais, avec les armures qui brillent, ce côté un Mm. peu flashy, enfin, et c'est quelque chose pour lequel en fait il a dû tourner très rapidement. Il a dû enchaîner en fait les parce que c'est 6 téléfilms, et il a dû les enchaîner rapidement alors qu'ils sont sortis après, tu vois, au rythme de Mm. 2 par an. Et par la suite, comme ça a eu du succès, il a continué à travailler à la télé et il a poursuivi l'adaptation d'œuvres voilà, fantasy, contes un peu pour jeunes italiens. Et malheureusement, encore une fois, ça l'a fait retomber un peu dans les limbes. Il est resté voilà, avec cette étiquette de ringard. Et j'avais entendu dire qu'il essayait de récupérer de l'argent pour refaire des films d'horreur. Mais apparemment, il n'arrive pas du tout. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est quelqu'un qui a quand même du talent. Qui vient d'une famille voilà quand même plutôt intéressante. C'est Mm. dommage de voir qu'on lui laisse plus sa chance en fait. Bah après, c'est vrai que quand, du coup, sur les coffrets, il y avait des bonus où on entendait parler. Et Mm. même si les interviews datent un peu, ça se sent que. Enfin, il a accepté des projets, des fois, qui n'étaient pas forcément très. Avec un gros budget, ni un scénario très intéressant, mais parce que voilà, il voulait faire du cinéma absolument. Mm. Et du coup, moi, j'ai vu certains de ces Giallo. C'est du sous Dario Argento. Et effectivement, enfin, il a fait de très bons films, il en a fait aussi des moins bons qui, je pense, n'ont pas arrangé sa réputation. Et puis, il Ouais. faut aussi dire que t'as le cinéma italien qui s'est complètement effondré aussi, ça n'a pas aidé non plus, quoi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est un peu tout
le propos qu'on va retrouver en filigrane tout au long voilà, de ces deux films démons. Il y avait un peu ce côté, le cinéma italien, notamment le cinéma d'horreur, voilà, tout ce côté giallo comme on parlait, tout ce côté un peu hémoglobine, et tout ça était parti un peu, comme je vous disais, le mot ringard, c'était quelque chose qui vraiment commençait à coller à ces films-là. Il y avait vraiment de moins en moins de producteurs qui étaient tentés par l'envie de donner un budget à ces films-là. Il y avait Berlusconi aussi qui est arrivé dans les années 80 avec son empire télévisuel et autres qui a fait beaucoup de mal au cinéma. Il y avait vraiment des salles de cinéma qui mouraient parce qu'il y avait moins de fréquentation. C'était quand même quelque chose de très très dur à cette époque-là. Mais après, pour autant, même si Démons 1 et 2 ont sans doute été dans les derniers films italiens produits de cette époque-là, parmi les derniers, parce que Dario Argento fait encore des films quand même, il y a encore un cinéma italien, même si c'est un peu balbutiant, on va dire, comparé à ce que c'était à l'époque. Enfin, ils ont quand même eu un grand succès, Démons 1 et 2, et moi je trouve, on va en parler après, mais qu'ils lorgnent plus que lorgner sur le cinéma américain, et que tu peux faire un pont, on pourrait presque les prendre pour des films américains s'il n'y avait pas autant de couleurs dessus, quoi, tu vois. Et juste pour finir sur Lamberto Bava, donc d'ailleurs j'ai trouvé, pour finir sur Lamberto Bava, j'ai trouvé une information sur Nanarland, je les cite, qui disait qu'en 2018 il avait réussi en fait à tourner un film, mais vraiment avec de grosses difficultés pour trouver des producteurs, et qu'il n'arrivait pas en fait maintenant à trouver des personnes pour le distribuer. Donc il y a un film qui repose sur des étagères que vous n'avez pas vues, qui s'appelle Twins, qui est un retour donc au cinéma d'horreur, avec Depardieu, et attention, sur l'affiche c'est écrit avec la présence de David Hallyday. Ouh. Moi j'ai très envie de voir ce film là. Je sais pas de quoi ça parle, mais j'ai très envie de le voir. Alors avec ce que tu viens de dire, David Hallyday, ça me donne moins envie tout de suite. Oh il était apparu dans Hunger Games, le dernier, il ouvre une porte. Oui, justement. Et Depardieu c'est pareil, sa carrière maintenant, ça donne plus envie, je suis désolée. Il y en a, il aurait dû suivre l'exemple d'Alain Delon et s'arrêter. Ah, ça oui. Faut savoir s'arrêter. Enfin bref, est-ce que tu veux maintenant nous présenter rapidement le casting avant qu'on parle un peu de la création du film, comme ça on a toutes les personnes posées et on peut faire la tout suite. à fait. Donc dans le casting, alors je vais vous parler plutôt des personnes, on va dire, notables, on va dire, parce qu'il y a quand même, globalement, dans 1 et dans le 2, la plupart des comédiens, en fait, soit n'ont pas eu de vraie carrière derrière, soit, en fait, ont une carrière essentiellement très italienne et des films qui sont jamais été internationaux, donc, en fait, les noms ne vous diront rien, en plus risqués d'être mal prononcés par moi. Donc, je vais plutôt m'attarder sur, on va dire, les têtes connues, on va dire. Mais je me sens moins seule à être nulle en italien, ça. Ah, j'adore l'italien, j'adore l'écouter, mais en langue étrangère, je me sens toujours mal à l'aise de prononcer, on va dire. Donc, on a dans le premier Nicoletta Elmi, qui est très très connue du cinéma italien, notamment dans ses rôles. En fait, c'était une actrice un peu star enfant qui a joué dans beaucoup de films d'horreur italiens, qui pour le coup ont été pour la plupart exportés à l'international. Le plus connu, c'est Qui l'a vu mourir. Et le 1 et le 2, il me semble qu'elle a joué. Et en fait, elle a toujours incarné un peu cet enfant, une innocence contaminée, un peu dérangeante, un peu perturbante, un peu l'enfant démoniaque. Il faut dire qu'elle a un regard quand même qui est assez particulier, très pénétrant en fait. Oui, et puis elle jouait aussi sur des expressions qui font beaucoup penser au cinéma muet, je trouve. Et avec ses cheveux roux très reconnaissables de loin aussi. Et du coup, le fait qu'elle soit dans ce film et qu'elle joue l'ouvreuse n'est pas complètement innocent, mais ça on va en reparler aussi plus tard. En tout cas, il est clair qu'elle a été choisie aussi en sachant la filmo qu'elle avait fait avant et ce qu'elle évoquerait au spectateur. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que c'est son dernier film d'ailleurs dans sa filmographie, puisqu'après elle arrêtera de tourner. Ouais, elle tournera encore, je crois, dans une série de télé italienne, et puis début des années 90, il me semble, elle arrête totalement, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble en tout cas, elle n'a pas continué sur quand elle est devenue adulte, quoi, le cinéma, quoi. Elle était encore jeune quand il y a eu Démons 1. Et après, elle est passée à autre chose. Alors, aussi, pour jouer le héros, on a Urbano
Gamberini, voilà ce que je disais pour les accents, qui, alors ça c'est une anecdote marrante, mais apparemment il a été pressenti pour devenir le grand prêtre de l'ordre de Malte, et du coup c'est très drôle de le voir incarner un héros affrontant des démons dans un film d'horreur. C'est clair. Voilà, mais il a pas fait d'autres films hein, après. Non, mais c'était intéressant, dans les bonus, il y avait justement le fils de Lamberto Bava qui disait qu'il était pote avec lui, qu'en fait c'est quelqu'un qui s'est beaucoup dévoué aux autres, qui a pas hésité à faire de l'humanitaire, qui est vraiment tourné dans l'écologie en fait, et qui fait du théâtre maintenant. D'accord. Et par contre, il est intéressant de noter qu'il est doublé par Luca Mett, qui est aussi le doubleur de Marty McFly dans Et une de trilogie très Brandon connue. dans Beverly Hills, et de Ranma, garçon aussi. On va Ouais, tout c'est un faire. peu une star du doublage français et vraiment il se lâche dans le film et c'est Mais très c'est succulent pas à lui qui entendre. présentait Hanna-Barbera sur la 2? Tu regardais pas quand t'étais Alors jeune? moi je regardais pas, Ah merde. j'étais trop jeune pour ça. Ah. J'ai pas Ouais, connu. ah, mais c'était sympa. T'avais tous les trucs genre Captain Cavern, Scooby-Doo. Enfin, c'était très Non, sympa. moi au moment où j'ai regardé Scooby-Doo, c'était la nouvelle génération et c'était sur Ah, d'accord. France 3. Ah, mais t'as pas vu avec les démons alors? Non. Dommage, ça aurait pu faire un lien avec l'émission. Voilà, c'est loupé. Ensuite, on a Michel Soavi qui va incarner quelque part le complice des démons qui va donner ses invitations aux gens et qui va les amener dans ce cinéma. Et lui, il est intéressant parce qu'en fait, il n'a pas longtemps été acteur, en fait, il est passé assez vite derrière la caméra, il est devenu scénariste-réalisateur, et on lui doit notamment Bloody Bird. Et d'ailleurs, le masque qu'il porte est une référence au fantôme de l'opéra, mais évoque aussi, puisque dans Bloody Bird, on a un homme masqué, enfin un tueur masqué. Et dans le deuxième, d'ailleurs, dans Démon 2, Lamberto Bava l'appréciant beaucoup, c'était un de ses potes, il voulait aussi qu'il tourne dans Démon 2, mais dans Démon 2, il lui a dit non, moi je veux être derrière la caméra, et du coup, il est devenu son assistant, quoi. Mais on l'aperçoit pas quand même un petit peu dans le film Enfin, le film dans la télé pour le 2. Ah C'est pas lui qui est dans Est-ce le que c'est film pas dans lui la qui joue le télé? démon C'est possible, mais sous tellement de maquillage qu'il est difficile à reconnaître. C'est ça, mais je me suis posé la question le revoyant. Je me suis dit, on dirait lui, mais j'étais pas sûre. Ou alors c'est son sosie. Ah, peut-être, c'est vrai qu'en tout cas, il se ressemble. Et alors, aussi important, alors on a Fiore Argento qui joue un petit rôle, ouais, il joue un rôle dans le film, ce qui est Anna. intéressant de voir. C'est Anna, pas Fiore? Non, le prénom du personnage. D'accord. Je crois que c'est Anna le personnage qu'elle joue. Et du coup, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans le 2, c'est Avia qui joue. Donc, Argento avoir fait jouer ses deux filles dans la saga Démon. Et puis, il y a aussi un acteur qu'on va retrouver dans le 1 et le 2 qui est Bobby Roode, qui est en fait un cascadeur. Et qui va être dans le 1 celui qui lâche les punchlines. Il est trop bien. Et C'est quel mon préféré. punchline? C'est de la merde ce film. Pardon pour les gros, mais ça m'éclate. Oui, et c'est vrai que c'est un peu... Mais en VF, d'ailleurs, en fait, c'est hyper intéressant de regarder en VF, je trouve, puisque sa VF, c'est la voix française de Beetlejuice. C'est vrai, purée. Oui, c'est vrai. De toute façon, il faut savoir que les films italiens de l'époque, il n'y avait pas de prise de son in. Tout était fait en doublage, puisqu'ils avaient des studios de son vraiment qualitatifs. Et du coup, en fait, ils faisaient directement d'emblée une version anglaise, une version française et une version italienne. Ce qui permettait de faciliter l'export à l'étranger. Et du coup, en fait, il est tout à fait valide en fait, d'écouter soit la VA, soit la VI, soit la VO, enfin, soit la VF, puisque toutes sont en fait des VO, quoi. Mais tu vois, je trouve ça plus sympa de les voir en VF, parce que quand je les regarde en italien, donc version originale, j'ai toujours l'impression d'avoir comme un décalage, qu'il y a un truc qui va pas, et en fait, des fois, ça passe beaucoup mieux en VF. Je sais pas si ça te fait Ça dépend pareil. de la qualité des comédiens en fait. Selon les films, des fois vaut mieux la VA, des fois vaut mieux la VO, enfin la VI, des fois vaut mieux la VF. En fait, ça dépend vraiment, je pense, de la qualité des comédiens. Être un bon doubleur n'est pas forcément synonyme d'être un bon acteur à l'écran, quoi. Enfin, c'est un peu un travail un peu différent, on va dire. Et des fois, Il y a tu sens des la différence, quoi. techniques aussi quand t'enregistres. Enfin, pour la synchro, rien que pour la synchro labiale, t'as des techniques différentes. Et j'avais entendu dire que la France, on était un des pays qui réussissait le mieux à synchroniser donc la voix et les mouvements de la bouche, en fait. C'est vrai qu'en France aussi, on avait des studios de VF
On en a encore, hein, mais il y a vraiment eu les années 80, c'était un peu le moment star, on va dire, du doublage en France. Des films, alors qu'à l'inverse, en Angleterre, aux États-Unis, ils n'ont pas du tout cette culture de doubler les films. Ils préfèrent faire un remake, donc forcément, il n'y a pas cette qualité. Même si je trouve que les versions anglaises des films italiens sont pas dégueulasses, il y a certains où, franchement, elles sont de qualité, quoi. Donc après, ça va dépendre évidemment de la qualité des comédiens qu'ils ont embauchés, et voilà, quoi. Mais En tout cas, on peut dire à nos auditeurs et auditrices que l'AVF de Démon 1 et Démon 2 est savoureuse. Voilà, il y a plein de tout à fait. de petits dialogues magnifiques. Vous pouvez ressortir en soirée, c'est fantastique. Voilà, et puis pour finir sur le casting, si vous êtes attentif, Lamberto Bava fait une furtive apparition au début du 1 et dans le 2. Voilà. Oui, oui. Bon, est-ce qu'on dit dans quelle scène? Comme ça, ils peuvent chercher. Non, c'est un Ouais. jeu. Allez, C'est comme trouver Hitchcock dans les chercher. films. Voilà. Donc, c'est le nouveau jeu. Où qu'il est, Lamberto? Cherchez. Donc, voilà. Est-ce que tu vois d'autres personnes du cast que tu veux citer ou tu es OK sur Non, ça? je m'étais arrêtée là pour les prises de notes sur le casting du 1 en tout cas, puisque les comédiennes après qui sont... Les autres comédiennes sont pas très... Elles ont pas une grande carrière comme je disais, donc c'est pas... Ouais, bon, après, on peut le citer vite fait. Cheryl, tu l'avais cité. Natasha Howe, c'est ça? Si je pense bien. J'ai pas cité son nom, mais ouais. D'ailleurs, c'est très étonnant qu'elle ait pas fait une autre carrière, parce qu'elle est vraiment... Bah, elle se débrouille pas mal, hein, franchement. Bah écoute, je te propose qu'on parle maintenant un peu de comment le film s'est créé, quelles sont ses inspirations, qu'est-ce qui s'est passé. C'est Dario Argento qui a dit je te produis ce que tu veux. Et Lamberto Ouais. Bava qui a fait merde, faut vite que je trouve un scénario. Et en fait, il a fouillé ce vieux scénario. Et alors, du coup, c'est intéressant parce que les scénarios de Démon 1 et 2, c'est pas que Lamberto Bava. En Ouais, fait, ouais. il était avec des potes avec qui il écrivait ses scénarios, etc. Et du coup, à chaque fois, il était chercher ses amis. Et en fait, Lamberto Bava, c'est quelqu'un qui est. Alors, non seulement quelque chose de familial, comme on a parlé, mais aussi dans ses relations amicales, il est très fidèle en fait. Et il retravaille souvent avec les mêmes personnes. Et quand c'est bien passé avec quelqu'un, il le rappelle. Et en fait, du coup, par exemple. Michel Soavi, quand il va faire d'autres films, par exemple, il y en a certains où en fait Lamberto Bava va être crédité en tant que co-scénariste parce qu'il aura participé à l'écriture en fait. Donc vraiment il y a un côté bande d'amis qui écrivent des scénarios ensemble. Et en fait le scénario de Démon 2, de Démon 1, si j'ai bien suivi, c'était un scénario qu'ils avaient un peu mis de côté parce qu'il n'avait pas été pris par les producteurs, etc. Et qu'ils pensaient retravailler et que du coup en fait ils ont retravaillé mais avec Dario Argento qui a amené ses idées en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et en plus, au départ, de ce que disait Lamberto Bava, bah, l'idée qu'il a eue, c'est qu'il s'est dit, ah bah tiens, ça serait un peu comme moi avec mes fantasmes. Il s'est dit, tiens, ça serait cool si en fait, dans une salle de ciné, il se passait quelque chose. Et donc, ça a été le début de son histoire. Et ce qui est marrant, c'est pendant qu'ils ont retravaillé, il y a Argento qui a dit, ah mais pendant qu'on retravaille, il faut absolument qu'on trouve genre un bon titre direct. Comme ça, on l'a déjà, on est tranquille, il faut un truc qui pète et tout. Et de ce qu'il disait dans les bonus, Lamberto Bava, c'est qu'il était chez lui et en fait, il regardait sa bibliothèque qui était remplie de pas mal de bouquins qu'avait son père. Et à un moment, il voit une couverture verte qui se dégage et il a vu le mot démon, je crois, qui était écrit dessus. Et il a dit, ah bah voilà, ça va être ça le titre. Et il a appelé donc Dario Argento, il a dit, voilà, c'est ça le titre. Il a dit, ah ok, c'est bon, allez. Et une fois qu'ils avaient le titre, ils ont continué à développer leur truc et à utiliser vraisemblablement pas mal d'inspiration. Une qui m'a sauté aux yeux, c'est Evil Dead, mais je trouve même déjà dans la façon dont il travaille, je trouve que le côté familial, le côté bande de potes, ça rappelle un peu ce qu'a fait Sam Raimi sur son Evil Dead, hein. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais. C'est vrai que de la méthode de travail, effectivement, en plus, sachant que apparemment la production s'est faite assez rapidement des films. Bon, après, c'était la méthode de travail italienne aussi de l'époque, avec un petit budget quand même, comparé aux films équivalent américain, on va dire. Mais il y a aussi le fait qu'effectivement, il y a des démons, c'est un peu finalement des zombies, mais d'une autre manière, on va dire, comme dans Evil Dead, une sorte de zombies, mais pas vraiment. Je me permets, vu que tu cites des zombies, c'est qu'aussi une des directions de Dario Argento, c'était de ne surtout pas faire un film dans le style de Romero. Donc c'est peut-être aussi pour ça l'inspiration Evil Dead aussi qui proposait autre chose. Oui, possible, très possible, parce qu'effectivement, il fallait faire différent de zombies qui avait aussi produit Dario Argento, que les films ne se confondent pas. Surtout qu'il y avait aussi Lucio Fulci qui avait fait des zombies, et du coup, ça faisait quand même beaucoup de films de zombies. Il fallait se démarquer, en fait, il fallait faire autre chose.
Et en fait, justement, en cherchant à faire autre chose, Lamberto Bava s'est rappelé du film qui a fait le succès de son père, à savoir Le Masque du démon, et du coup s'en est inspiré de cette histoire de masque. Alors dans Le Masque du démon, c'est si on enlève le masque, en fait, la personne qui l'avait revient à la vie. Là, c'est un peu l'inverse, mais il y a en tout cas une citation du masque et c'était sa première inspiration. Ensuite, il a d'autres inspirations comme Nosferatu de Murnau, notamment pour l'utilisation des ombres et les apparitions des créatures, en fait. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressionnisme allemand dans le premier film, exactement, avec la gestion du clair-obscur, ce côté, voilà, les ombres, même dans le bâtiment lui-même, quand il est montré à l'extérieur, le bâtiment Oui. du cinéma, par son esthétique, son architecture aussi qui est très gothique. Il y a vraiment pas mal de points comme ça, oui. Pourtant, ils ont filmé à Berlin en cherchant justement à ne pas voir comme en Italie où t'as à chaque coin de rue des ruines antiques. Ils voulaient avoir quelque chose de moderne et du coup ils vont tourner à Berlin. T'as une architecture qui est beaucoup plus brute et du coup effectivement ce bâtiment se détache par son aspect gothique alors que tout le reste de la ville est beaucoup plus moderne, on va dire. C'est Et, ça. Mais il et voulait quand on... utiliser le côté frontière que représentait Berlin. Parce que t'avais, bon voilà, c'était l'époque où c'était encore divisé, hein, me semble-t-il. Ouais. Donc il voulait garder cet aspect-là aussi, un peu de frontière. Et finalement, cet immeuble qui va s'opposer au côté très flashy, très en mouvement de la ville, je trouve que ça représente bien ce côté-là, en fait. Oui, tout à fait, oui. Et puis, quand on connaît la filmographie et le goût de Dario Argento pour l'architecture, ça n'est guère étonnant de voir ces choix qui ont été faits, quoi. Sachant que de son côté, Roberto Bava, lui, en revanche, il aime bien avoir un lieu unique, un lieu assez restreint, et du coup, le choix d'un cinéma paraît d'autant plus approprié quand on a envie de parler de faire un film de huis clos, quoi. Puisque les personnages vont, petit spoiler, être enfermés dans un cinéma. Et puis, en autre référence qu'on a, c'est le Loup-garou de Londres et Hurlement, pour l'aspect des transformations. Parce qu'en fait, vraiment, le film va mettre en scène des personnes qui se transforment en démons, et la transformation est très impressionnante, et on va s'attarder sur des détails physiques, comme les ongles qui deviennent des griffes, les dents, et vraiment, il y a un côté qui rappelle le loup-garou, quoi. La pustule là, qui éclate, j'adore ça. C'est pas vraiment loup-garou, mais c'est toujours un petit détail sympathique. Voilà, vous vous ennuyez en soirée, une petite pustule qui éclate, très sympa. Mais on peut voir aussi que lui-même est devenu plus tard une référence, parce que Démon 1 a quand même eu un succès assez impressionnant. Et on en parlera plus tard, mais Ouais. voilà, c'est un film qui est très inspiré de cinéma et qui a inspiré le cinéma. Exactement. Et puis ce qui est intéressant, c'est au niveau des effets spéciaux. Ça aussi, on retrouve le côté équipe et bricolage, parce qu'ils n'avaient pas le budget, par exemple, d'un Loup-garou de Londres pour faire leur truc. Et c'était vraiment genre, on se débrouille avec ce qu'on a. Les gosses sont là. Ah bah les gosses, venez, vous allez faire des trucs, tac, tac, tac. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se faisait depuis super longtemps. Parce que par exemple, le fils de Lamberto Bava racontait que genre à 6-7 ans, il allait sur les tournages de son grand-père avec sa sœur et il se retrouvait des fois à découper des photos, à faire du coloriage et tout pour attraper des effets spéciaux parce que les gens n'avaient pas le temps de le faire, et il disait que c'est quelque chose qui se poursuivait toujours même quand lui était devenu adulte. Il voyait que c'était vraiment les gens qui s'entraidaient, des gens dont c'était pas le métier, qui se retrouvaient à devoir donner un coup de main, soit pour faire bouger une marionnette, soit pour aider à faire exploser une pustule, des trucs comme ça. Et c'est vrai que ce côté-là un peu passionné, ça me plaît pas mal. Ça me fait un peu penser, tu vois, au Ed Wood de Tim Burton, où tu as ce côté un peu débrouille et tout, mais en même temps tu sens une grosse passion. Enfin, il y a quelque chose de très positif qui ressort, je trouve, de ces deux films. Oui, c'est le fait qu'il soit inspiré des loups-garous, pour moi, ça fait sens parce que c'est vraiment un hommage aux effets pratiques en fait de l'époque et de tout un pan du cinéma d'horreur. Pour les amateurs de ça, les gens qui aiment les effets pratiques, c'est un régal, c'est le 1 comme le 2 pour le coup. Ah oui, les deux, c'est fantastique. Puis je trouve que ça passe, enfin, même si tu vois, t'as pas un grand budget, je trouve que ça passe encore très bien, parce que même avec la version restaurée, des fois, t'as des films où la version restaurée gâche l'effet. C'est comme Ouais. expliquait d'ailleurs le réalisateur, c'est que
quand t'as pas beaucoup de budget, il faut que tu trouves comment mettre en valeur ton effet pratique. Et ça va passer par la lumière, par ton cadrage, par pas mal d'éléments. Par exemple, la façon dont tu vas utiliser le montage aussi. Et c'est vrai que parfois, quand tu passes donc en HD, ça casse certains éléments. Mais là, je trouve que ça passe encore très très bien. Bah, c'est pour ça que, en début de podcast, j'ai souligné le fait que la restauration mettait en valeur le travail et les couleurs. Parce que d'habitude, c'est vrai qu'il y a certaines restaurations qui blanchissent un peu les films, qui rendent les teintes un peu fadasses, on va dire, et qui va tout illuminer. Du coup, tu vois les effets. Moi, je pense directement à la restauration de Buffy, hein, qui est pour moi catastrophique. Et là, au contraire, là, ça rend hommage, je crois. Je trouve que t'as vraiment... Les noirs sont noirs, les couleurs sont pétantes. Enfin, le film était fait en Technicolor à l'époque. Et le Technicolor, ça permettait vraiment d'avoir un rendu des couleurs vraiment bien. Et là, je trouve que la restauration lui rend hommage, quoi. Ah mais je suis 100% d'accord. Est-ce que tu vois des choses à rajouter sur la production du 1 avant qu'on resitue le 2? Eh ben, est-ce que tu voulais pas faire un petit point sur les références picturales? Oui, bah écoute, on peut en parler maintenant parce que c'est vrai que dans le cinéma italien d'horreur, l'art est une partie importante. Et d'ailleurs, si vous regardez les bonus de ces Blu-ray, vous verrez Monsieur Argento qui vous l'explique, parce que vraiment c'est un cinéma qui va se nourrir de la peinture, qui va se nourrir de l'architecture aussi pour mettre en valeur son propos, pour illustrer l'horreur, pour la faire naître en nous. Et c'est vrai que quand on voit ce film-là, il y a vraiment, rien que sur le travail des couleurs, moi je trouve que ça fait parfois penser un peu à la Renaissance avec des couleurs très éclatantes. On a aussi des références un peu à l'Antiquité, avec un côté un peu sculpture dans la position des corps. On va avoir des références un peu à des poses de statues d'Antiquité. Par exemple, je pense à des personnages qui viennent tuer des zombies, qui vont prendre une pose comme par exemple, je crois, Apollon, ou je sais plus qui. Il y a une statue où on voit Apollon avec une lance qui est en train de tuer un démon, un truc comme ça. Enfin, il y a vraiment pas mal de références. Il y a aussi des citations carrément directes à des œuvres, donc on en parlait toutes les deux en off. Le cauchemar de Fuseli, par exemple, qui est un tableau qui date de 1781, qui est une œuvre vraiment célèbre. Je pense que vous la connaissez, vous l'avez vue partout, même dans Twilight. Et oui, il y a une citation dans Twilight. C'est dans ce tableau, on voit une jeune femme qui est donc allongée, endormie, et au-dessus d'elle, il y a un démon, et dans le fond, on voit un cheval. Et c'est un tableau qui est souvent utilisé pour illustrer la fameuse paralysie du sommeil. Et c'est un tableau qui est aussi utilisé pour évoquer le cauchemar, parce qu'on voit cette jeune femme qui a l'air d'être en souffrance avec ce démon au-dessus d'elle. Donc on a l'illustration directe de ce qu'elle est en train de rêver. Mais il y a aussi, au travers de ce tableau, un sous-texte sexuel, parce que, par exemple, le cheval est une symbolisation du sexe et une symbolisation de la libido masculine. Donc c'est un tableau qui parle aussi d'un homme qui attaque une femme. Et c'est un tableau qui est souvent cité aussi dans des études freudiennes. Donc écoutez, c'est un très bon choix, surtout par rapport au film. Je pense qu'on y reviendra dans l'analyse. Mais c'est vrai que c'est hyper important de voir justement l'héritage aussi italien, qui est un pays vraiment... l'art est hyper important dans ce pays. Et de voir que, encore une fois... tu vas n'importe où, t'as des tableaux de maître, quoi. Voilà, exactement. Tu sors de chez toi, tu vas dans l'ascenseur, paf, tableau de maître. C'est vraiment, il y en a partout. Mais c'est vrai que c'est hyper important et c'est génial de voir à quel point ces œuvres, ce qu'elles représentent, ça apporte un petit plus dans ces films-là. Et c'est vrai qu'un film qui s'appelle Démon, avoir des références à l'Antiquité, avoir des références à des œuvres un peu plus loin, comme la Renaissance, qui mettait en valeur des dieux, qui mettait en valeur des entités, des choses comme ça, c'est pas déconnant avec le propos du film. Et c'est très intéressant de voir ça. Et encore une fois, les couleurs qui reviennent beaucoup, c'est le rouge et le bleu, qui sont quand même des couleurs primaires, mais qui sont super importantes en termes de symbolique, parce que c'est à la fois, par exemple pour le rouge, c'est à la fois le côté attirant, le danger, c'est le sang, et c'est un film qui en envoie pas mal. D'ailleurs, je crois qu'on appelle ça un splatter movie. Il me semble l'avoir vu classé comme ça aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Parce que je regardais une chaîne américaine qui le citait en exemple de splatter movie. Donc un film qui envoie du sang,
qui vous éclabousse. Voilà. Donc Ouais. c'est vrai que voilà, toutes ces utilisations de couleurs, c'est plutôt intéressant et beau. Mais qu'est-ce qu'on a des belles images, on a des images Mm. cultes. Par exemple aussi, je pense à un autre plan où on voit les démons qui arrivent avec leurs yeux là, jaunes qui sortent d'un tableau. Ça donne un côté un peu surréaliste aussi. Donc hop, encore un autre courant de peinture. Et ça va très bien avec toutes les visions du bouquin. Et par exemple, ça m'a fait penser un peu à The Fog de Carpenter qui a une esthétique un peu qui peut se rapprocher de sur cette scène-là. Je ne serais pas étonnée que peut-être ce soit peut-être une citation ou une mode de l'époque, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une vibe surréaliste aussi par moment. Mais c'est vrai qu'aussi l'architecture, j'ai pas parlé, mais on a une confrontation entre le style gothique à l'extérieur illustré par le bâtiment et un style beaucoup plus épuré, voire même dans le côté un peu, je pense au Bauhaus, qui était un style justement très terre à terre, où Mm. c'était très minimaliste et c'était plus l'utilisation qu'on fait du bâtiment qui était mise en valeur plutôt que l'esthétique du bâtiment. Et c'était quelque chose aussi de très répandu, il me semble. C'est apparu en Allemagne, si je dis pas de bêtises, il faut que je me rappelle mes cours d'architecture. Bauhaus, je crois que c'est en Allemagne. C'est Ouais. en Allemagne, ouais, voilà. J'avais peur de me tromper, En comme ça fait Bavière, un un truc moment comme que ça, j'ai d'ailleurs. pas révisé. Ouais, Je suis ouais, nulle en ça me dit géographie, quelque mais... chose. Mais c'est par là, c'est en par là. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce côté-là un peu confronté avec cette Mm. esthétique qui nous ramène justement, bah, tu citais Murnau, tu citais tous ces trucs un peu légendaires, avec bah, finalement une horreur qui va être peut-être plus froide aussi et qui est représentée par ces bâtiments plus modernes qui sont le résultat un peu ben, de leur époque, de l'évolution des guerres, des choses comme ça, et du fait qu'on avait besoin d'avoir des bâtiments pour accomplir certains rôles, pour se loger, plutôt que des bâtiments Mm. pour faire beau, en fait. Ce qui va se Ouais. différencier après du deuxième film. C'est vrai qu'il y a une confrontation dans le 1 comme dans le 2 entre la modernité et l'ancien, le sacré, Mhm. qui est incarné du coup par ces démons en fait. Dans les citations notamment qui sont faites sur une espèce de prophétie des démons dont, qui feront des cimetières leur cathédrale. Cette phrase d'ailleurs est très jolie. Ouais. Où ça fait, enfin, t'as l'impression de te retrouver dans un roman de Goethe quoi, et du coup ça fait très roman gothique comme bah, l'architecture du cinéma justement, et confronté à la modernité du cinéma et de la ville plus généralement, et dans le 2 c'est encore plus marqué au final. Donc, Mm. Mais tu vois, on peut même faire un parallèle entre l'art pictural et l'art cinématographique, où avant c'était l'art pictural qui représentait ces visions de l'enfer, ces visions cauchemardesques, et qui a été remplacé par l'art cinématographique qui continue cet héritage-là. Et c'est plutôt intéressant en fait. Ça me rappelle un peu quand on avait parlé de Freddy sort de la nuit avec le discours du réalisateur qui parlait en fait des mythes et légendes qu'on entretenait pour justement éviter qu'ils se répandent dans le monde, enfin pour canaliser le pouvoir, je sais plus comment il avait expliqué ça, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de poétique et le fait de voir que finalement on continue à perpétuer ces figures un peu cauchemardesques, bah je trouve ça plutôt sympa. C'est est-ce que quelque part on a envie de les enfermer dans une image, comme il y avait certaines légendes qui couraient voilà, au moment de l'invention de la photographie. Est-ce que c'est aussi un moyen de s'exorciser, un moyen aussi de parler de nos propres peurs et de les partager pour les réduire. Enfin, ça pose plein de questions intéressantes, je trouve. et dans le 2 ça en parle encore plus. On peut se Ah demander oui. si là ça les libère pas aussi quelque part, euh, le fait de les exposer. Mais Et oui, mais oui. justement, dans le 2, veux-tu que j'enchaîne? Eh bien écoute, ma foi, tu le faisais très très bien, donc vas-y. Et justement, dans le 2, on va parler de télé. Puisque, en fait, après le succès du 1, ils décident d'en faire un 2, comme souvent dans les sagas d'horreur Ah, des années 80. je précise Et, 2 semaines après le succès. Donc le film est sorti 2 semaines après. Dario Argento, il a pris son téléphone, il a dit Salut Lamberto, allez, on fait un 2. Voilà. voilà, et du coup, bah, Lamberto Bava a repris une citation de Dario Argento qui dit Zé, souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, du coup, Mm. dans le principe, ils se disent allez, on repart avec les mêmes. Jusqu'à dans les acteurs, hein, comme on a parlé précédemment. Mais là, par contre, ils se disent bon, bah, comment faire différent, puisque tout le concept du 1, c'était sur la mise en abîme et le cinéma. Et comment, dans le 2, aller plus loin que ce concept-là. Et en fait, ce qui les travaillait à l'époque, c'était la télé. Le fait que la télé prenne de plus en plus de place, on a parlé que ça allait, justement, ils avaient l'impression que ça allait détourner les gens du cinéma, et bah,
ce qui s'est passé, en tout cas en Italie. Après, c'est pas le seul paramètre qu'il y a, évidemment, hein, mais la télévision a quand même fait pas mal de mal, apparemment, au cinéma italien. Et du coup, ça a été pressenti par les réals qui voulaient en parler, justement, et qui du coup, a mis ça au cœur du film du 2, puisque le 2, en fait, on suit les différents locataires d'un immeuble, et dont une qui décide qui fait sa soirée d'anniversaire, et qui vont en fait se retrouver enfermés cette fois-ci dans un immeuble avec leur petit écran de télé qui projette justement les images de ces fameux démons qui, comme dans le 1, ont cette faculté de traverser l'écran, de crever l'écran comme on dit, et littéralement pour le coup. Et du coup, forcément, ils vont aller plus loin dans les effets, ils vont aller plus loin dans le gore, même si ironiquement, il y avait le producteur voulait que le film passe il y a un équivalent du N-rated américain, et du coup qui passe à censure. Du coup, on a des scènes très gore, mais Oui, ça passe. c'est monté de telle manière où en fait c'est des petits plans en fait qui montrent le gore en fait. C'est un plan serré sur la main, un plan serré sur la blessure, qui permet justement de passer la censure. Donc, C'est très cut en fait, très nerveux, et au final c'est plus nous qui allons imaginer le reste que de voir vraiment en fait. On va vous montrer un petit bout pour vous dire bon voilà, on vous donne un petit indice, maintenant faites-vous vos trucs dans la tête et on continue, et c'est plutôt efficace, je trouve. Ouais. Pour autant, personne n'est épargné, puisqu'on aura quand même un chien et même un enfant qui sont transformés en démons. Donc vraiment, Ouais, mais personne quand n'est à il est l'abri. en démon, il est joué par une personne de petite taille, donc c'est pas Oui. un enfant qui a eu des problèmes, c'est un adulte. Ouais, alors après, je pense que c'est plus pour une question de sous-sous et de pratique, parce que faire jouer des enfants, c'est toujours compliqué. Bah, Mais surtout, t'as vu ce qui se prend dans la poire, il vaut mieux pas que ce soit un gosse. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà, et moi, je sais pas toi, mais le 2 m'a fait penser un peu à Gremlins 2, dans le sens où Oui. ça va beaucoup plus loin. Bon, ça utilise aussi un immeuble, et il y a un côté grotesque, avec de l'humour qui va venir s'insinuer, mais de l'humour un peu noir, quoi, parce que finalement, c'est comme tu rigoles de choses qui sont pas très drôles, au final, J'ai mais avec un beaucoup côté aimé. exubérant, en fait, jusqu'au boutiste, qui ne peut que faire sourire, quoi. Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec ta comparaison. En plus, même dans la structure de l'immeuble, tu compares à Gremlins 2, tu vois que tu as un côté où ça va être des gens qui vont être hyper sérieux, qui vont être exploités. Au-dessus, tu vas avoir les gens un peu plus... avec un peu plus de moyens, un peu plus de pouvoir, ainsi de suite. Et là, dans le film, c'est pareil, tu as toute une structure d'immeuble qui ressemble un peu à une structure de société, avec tout en haut les gens riches et en bas les gens moins riches. C'est un peu comme le principe de Metropolis. Pour revenir, tu vois, si on veut parler de films allemands, tu vois, j'ai un peu pensé à ça aussi. Vraiment, en Ouais. bas, on a les sportifs, les idiots, et en haut, on a les super riches. C'est pas du coup déconnant, puisqu'en fait le roman High Rise de H.G. Ballard a servi de référence au film. Donc du coup en fait c'est exactement ce dont parle High Rise, hein, d'une Oui, société, tout est lié. d'une micro-société à l'intérieur d'un immeuble en fait, où t'as les pauvres en bas et les riches en haut. Et pendant tout le roman il essaie d'atteindre le sommet de l'immeuble en pensant que ça va être la salvation, et en fait non. Mais il y a même des scènes super rigolotes, justement, le personnage de Sally qui fête son anniversaire, c'est super ridicule. Elle fait un caca nerveux parce que soi-disant sa robe elle est pas belle, machin. Ah, je suis trop moche, mais moi elles sont Elle horribles, fait un nanana. caprice quoi, Elle fait vraiment. un caprice niveau 5 ans, mais Mais elle en fait, est tous les horrible, mais on personnages rigole, quoi. sont assez... On va en parler dans l'analyse des personnages, mais Ouais, ils sont assez détestables. Même si, en fait, tous sont un peu prisonniers aussi de leurs apparences, en fait, et de leur appartenance à une classe sociale, qui est quand même si on dit il y a une hiérarchie, il reste quand même plutôt globalement riche, hein. Les appartements sont Oui. quand même gigantesques, avec ça. un luxe, voilà. Je sais pas le prix des loyers Il en me Italie, mais c'est pas mal, hein. Ouais, et en plus, c'est autant que ça se passe à Berlin, du coup. Ah oui, ça se passe à Berlin. Alors, je Ouais. sais pas les prix à Berlin. J'avais oublié que le 2 c'était Berlin aussi. Oui, parce qu'en fait, le 2 reprend à la suite des événements du 1. Donc vraiment, on continue sur une logique, même si on peut se demander comment le lien est possible. Mais ça, on en parlera plus tard. Mais en Ouais. gros, c'est censé être dans le même univers. Donc voilà, même s'il y a peut-être quelque chose qui laisse avancer que peut-être l'un se passerait dans le côté est et l'autre dans le côté ouest. Et que ça justifierait aussi la différence de niveau
social des personnages. On a aussi, tu vois, un Berlin qui est plus moderne. Parce que là, vraiment, on a ce côté immeuble, cette tour de glace Mm, gigantesque qui fait très capitaliste, j'ai envie de dire. Tu vois, on sent qu'on est du ouais. côté qui a du pognon, quoi, du la gagne. Tu vois, limite, pareil, tu vois, tu trouvais que le un il pouvait très bien aller dans du cinéma américain, mais celui-ci aussi. Et Mm. même, tu vois, au niveau quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, bah, il y a les Espagnols qui ont fait rec. Ils ont vu le truc, ils ont fait copier-coller et puis c'est fini quoi. Sauf que bon, c'est pas le même style d'immeuble, mais ça ressemble beaucoup. Donc c'est vraiment quelque chose de très moderne. Même l'immeuble, on se dit tiens, ça peut faire immeuble futuriste parce qu'on voit qu'il y a des choses un Ouais, peu puisqu'il y a un système automatiques, de sécurité technologiques. automatique qui se met en route d'ailleurs. Mhm. Qui les enferme Donc en fait, puisque c'est la sécurité de l'immeuble qui les enferme à l'intérieur. ouais, ouais. Et du coup, la police ne veut pas intervenir pour les aider, quoi. Bon, après, on sait pas trop si vous auraient pu les aider, hein, mais... Mais c'est pareil au niveau de l'architecture aussi à l'intérieur de l'immeuble. Quand tu vois les escaliers pour monter dans les étages, de la façon dont la caméra les filme, et ben ça m'a fait penser un peu à la structure. Alors je crois que c'est le Guggenheim Museum. Qui est pareil, qui est construit un peu comme ça en spirale, qui revient souvent dans des films. J'ai pensé à ça et j'ai pensé dans les références, puisqu'on est dans les références. Moi, Mm. j'ai pensé aussi à une référence justement au Cercle de l'Enfer de Dante, où justement chaque étage, tu vois des choses différentes. Tu as différents péchés, en fait. Par exemple, l'étage où tu as la femme qui est enceinte, elle, c'est le péché de gourmandise, parce que pendant plein de moments dans le C'est film, vrai. elle dit qu'elle a faim, et justement, à un moment, son péché de gourmandise la met en danger. Donc, Ah non, c'est clair. Elle est prête à voler un gâteau d'anniversaire. c'est ça, t'as l'étage où il y a le petit gamin, et on sait que, il me semble, dans l'enfer des pains par Dante, il y a un étage justement où c'est pour les enfants, enfin un dessert qui est pour les enfants, Mm. donc ainsi de suite. Et je trouvais ça plutôt intéressant aussi, ce parallèle-là, en fait. Ouais. Toi, au niveau des inspirations, qu'est-ce que tu veux Oui. nous Alors, rajouter? bah, en fait, dans les inspirations, donc, bah, du coup, je vais parler de High Rise. Il y a aussi la Tour Infernale, évidemment, puisque là, on en reparlera après sur les inspirations, enfin, le parallèle avec le cinéma américain, mais là, il y a vraiment un côté euh, survival, quoi, Mm. où vraiment, il faut se battre pour survivre. Euh, Encore plus que dans le 1 finalement, puisqu'on a plus d'espoir de s'en sortir, puisqu'il y avait quand même plus d'étages d'appartements, et on se dit il y a plus de cachettes, etc. Bon, évidemment, vous allez forcément, quand vous le verrez, penser à Die Hard, Piège de cristal, en français, parce que évidemment, on retrouve un peu les mêmes thématiques, forcément, c'est dans un immeuble et tu essaies de survivre. Alors, c'est peut-être pas une inspiration parce que les films sont vraiment proches en termes de sortie, mais le démon qui sort de l'écran, ça fait vachement penser à Vidéodrome. Exactement. C'est clair, même en termes d'effets et tout, bon, c'est pas le même budget, mais en termes d'effets, Donc voilà, pour finir avec les références, je parlais de Vidéodrome, en fait, c'est difficile de ne mhm. pas penser à Vidéodrome quand on voit la scène du démon qui sort de la télé. Et comme le 1, c'est-à-dire que le film a aussi inspiré, c'est-à-dire que c'est difficile de ne pas penser non plus à The Ring, Ouais. après par la suite, parce que là aussi c'est encore une créature un peu infernale qui va sortir de la télé. Et du coup, vraiment, il s'inscrit dans le 2 en tout cas s'inscrit dans ces films en tout cas qui vont établir vraiment un rapport entre le petit écran et, euh, et des choses pas cool qui arrivent. Voilà. On va pas voilà, trop en dire, hein, on va en parler plus longuement dans l'analyse. Mhm. Qu'est-ce que, par contre, on peut dire quelques mots sur le casting de personnes qu'on n'a Ouais. pas encore parlé. Il y a David Edwin Knight qui du coup n'a pas fait beaucoup de films, qui va incarner le héros, qui s'appelle George comme dans le premier, Ouais. alors que c'est un acteur différent qui l'incarne. Il On y a a une Nancy, Nancy Briley, c'est ça? ouais, qui joue Anna. Mhm. Qui est aussi un des personnages principaux, c'est la femme enceinte, qui a fait pas mal de séries télé par savoir, Oui. italiennes, donc on les connaît pas forcément nous en France, Non, pas trop. mais elle a quand même une bonne carrière. On avait parlé Asia Argento qui est assez mimi, qui joue une petite Oui, c'est gamine son qui essaie de survivre. premier rôle, mais vraiment. Et il disait, bah, c'est le fils de Lamberto Bava qui disait qu'elle était déjà très professionnelle, Mm. qu'apparemment, elle avait l'air d'être un peu surdouée, d'après ses commentaires. Bon, après, c'est la Est-ce qu'il famille, vous flatte voyez. Non, mais est-ce qu'il flatte ou est-ce que c'est réel? Mais en tout cas, oui, c'est. En tout cas, elle joue bien. Ça, c'est oui, clair et net. elle fait le rôle d'une gamine, très bien, quoi. Rien à dire.
Et puis on peut parler aussi de Sally, justement, qui joue cette jeune femme capricieuse et un peu dépressive quand même, hein, même quand elle est en démon, elle a l'air toujours triste et dégoûtée en fait, hein, elle a l'air d'avoir le Ah, seum, elle a l'air comme dirait les d'être jeunes. énervée un peu. Et en même temps, elle s'en prend plein la gueule, hein, faut dire, pendant tout le film. Hein. Et elle est incarnée par Coralina Cataldi Tassoni, qui va ensuite jouer dans pas mal de films pour Dario Argento, notamment Opera et Mother of Tears. Malheureusement, elle va surtout faire des films de fin de carrière d'Argento qui sont pas forcément les meilleurs, la pauvre. Ah, dommage. Dommage pour elle. Mais bon, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Après, Opera est très bien. Et puis on retrouve Bobby Roode, qui cette fois-ci joue un prof de gym. Il n'a plus de punchline, mais il va entraîner tous les autres à essayer de tenter de résister. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans le premier, en fait, on a l'impression que c'est un leader intelligent et pas con, alors qu'au final, par son côté ouais, faut tous les tuer, faut tous machin, va finalement créer une brèche qui va permettre aux démons de venir. Alors qu'à l'inverse, dans le 2, il est plus stratège et plus malin que dans le 1. Comme si son personnage avait évolué entre les films, quoi. On va en reparler aussi du parallèle entre les personnages du 1 et du 2, mais il y a quand même une connexion entre les uns et les autres, quoi, quand même. Non, mais en plus, c'est vrai que c'est vachement le mec d'action, parce que c'est le gros sportif dans le 2, donc forcément, il va être plus bourrin, mais en même temps, on voit que il essaye de réfléchir contrairement aux autres autour de lui. C'est très très drôle d'ailleurs. On en reparlera aussi. Je pense qu'on a dit à peu près tout sur la production. On peut peut-être parler vite fait du projet Démon 3, qui malheureusement Ouais, ça a vite été un fait. peu compliqué. Donc, à la suite du succès du 2, mais qui a quand même été moins important que le 1, Dario Argento voulait faire un Démon 3, mais malheureusement, à ce moment-là, si j'ai bien compris, il a changé de producteur. Et ça a été un peu plus compliqué au niveau voilà, des tractations et compagnie, et au niveau de l'écriture de scénario. Et pendant ce temps-là, en fait, Lamberto Bava, il fallait qu'il mange, quoi. Et on lui avait donc proposé un projet à la télé, rappelez-vous, le fameux Fantagaro et compagnie, là, avec Brigitte Nielsen, Empire, avec sa cape qui tourne magnifique, enfin bon, très très drôle. Et donc, il avait dit OK, et au départ, ce magnifique tournage devait se faire donc un an après. Il s'est dit, c'est bon, je pourrais faire Démon 3. Et à la suite de tous les problèmes, en tout cas là c'est la version de Bava, finalement il n'a pas pu tourner dedans, parce que quand arrivait le moment de reprendre le projet en main, lui devait se rendre pour tourner donc La Caverne de la Rose d'Or. Donc c'était un peu compliqué, et je te laisse prendre la suite de ce roman fantastique. Du coup, c'est vrai que en fait, ce qui est intéressant de regarder dans les bonus, c'est qu'en fait chacun a un peu sa version de pourquoi Démon 3 c'est pas fait. Mais au final, tu comprends qu'ils ont tous finalement travaillé sur un autre film de Medieval Fantasy, si j'ai bien compris, Sanctuary. Mais du coup, Démon 3 ne s'est pas fait, on ne saura pas trop. Apparemment, il y a quand même diverses raisons, mais la plus vraisemblable, c'est quand même que Démon 2 n'a pas eu le succès escompté, et que c'était ce qu'on en parlait en début d'épisode, à savoir que le cinéma italien ne se portait plus aussi bien non plus, et que du coup, pour lancer une production comme ça, ça faisait plus trop de sens. En tout cas, il n'y avait plus d'argent pour ça, quoi, malheureusement. Ouais, c'était compliqué quand tu vois que justement il a galéré pour certains de ses films, et que son dernier film n'est pas distribué. Tu te dis déjà à l'époque, ça devait être le début des grosses complications. Donc bon, voilà, ça s'est pas fait. C'est dommage, parce que moi j'aurais bien revu mon chouchou une troisième fois, peut-être dans un rôle encore plus percutant, mais bon, c'est la vie, les amis. Je vous propose qu'on rentre un peu plus en profondeur dans les films, du coup. Ouais. Tout à fait. Alors, est-ce que tu veux commencer par nous parler un peu des séquences d'introduction, comment ces films-là nous sont présentés? Tout à fait. Alors, on va commencer par le 1. Et ensuite, on va partir sur le 2. Donc, en fait, dans le 1, on commence par une scène de métro. Donc, on a l'héroïne qui est Cheryl, qui est dans le métro, qui a autour d'elle une foule. Donc, on voit vraiment, on va dire, la faune ambiante des années 80, qui marque tout de suite l'époque, avec les épaulettes, les coupes de cheveux. Les super couleurs flashy. Voilà. On va trouver un peu des punks tout au long du 1 et du 2. C'est Voilà. magnifique. Non, mais une musique en fond, on n'a pas parlé de la musique. Et la musique, oui. C'est magnifique. La musique est très d'époque. Moi, personnellement, je l'adore. Mais voilà. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé la musique.
Et du coup, dans cette intro, en fait, on a du coup l'héroïne dans ce wagon de métro. Et à un moment donné, on passe dans un tunnel, donc du coup, on voit l'obscurité se fait. Et on voit là, dans un reflet un visage de l'homme masqué qu'on va voir après, qui a un visage un peu démoniaque, on va dire. Et déjà, en fait, ça distille le cauchemar, en fait. Et à partir du moment où le métro va s'arrêter, on va rentrer dans une gare tout de marbre, mais vide. Ce qui est inconcevable dans une grande ville d'avoir une gare de métro vide, à moins qu'il soit 2h du mat. Et encore, n'importe qui vivant dans une grande ville le sait. C'est la fin de journée, quoi. Ça va, quoi. Mais même en fin de journée, moi à Paris, Bah oui, non, mais ça je veux jamais. dire... Au moins, il y a un clodo, quoi. Oui, voilà, je veux dire, c'est la fin de journée, c'est pas quelque chose de dangereux, quoi. Voilà, non, mais surtout, il faut regarder du monde. Le métro était bondé et tout d'un coup, il est dans un endroit vide. Ce qui sous-entendrait déjà qu'en fait, on est déjà passé dans le cauchemar, en fait, qu'on est déjà dans un autre monde, en fait. Et ce qui va souligner ça, donc on a l'apparition de l'homme masqué qui donne les billets à Cheryl. Et ensuite, elle retrouve son ami dans la ville. Donc là, on a des plans de ville assez basiques. Mais ensuite, on va aller devant le cinéma. Et là, au-dessus du cinéma, qui déjà est dans une architecture gothique, comme on l'a dit, on a un ciel, mais rouge, infernal, qui évoque des tableaux du romantisme noir, quoi. Exactement. Notamment, je pense au Pandémonium. Ouais, mais tu peux aussi revenir au film de monstres. Si on veut revenir sur le cinéma, tu te dis, j'arrive au château de Frankenstein ou au château de Dracula, par exemple. Voilà. Et donc du coup, ça te confirme que tu es déjà dans le cauchemar quelque part avant même de rentrer dans la salle de cinéma, qui après, quand on va être dedans, on va retrouver un peu une espèce de normalité, tu vois, avec les gens. Mais ensuite, dès que le film va commencer, on va avoir à nouveau quelque chose de cauchemardesque et de surréel, notamment dans le montage en parallèle qui semble faire comme si d'un côté comme de l'autre, il y avait une connexion entre le film et ce qui se passe dans la salle. Ce que dit d'ailleurs un des personnages, il se passe la même chose que dans le film. Oh, t'inquiète pas, le film c'est de la merde de toute façon. Ce qui est une des répliques cultes de ce film. J'adore ça. Mais juste pour revenir un peu plus tôt, la scène où justement elle sort du métro et qu'elle marche et qu'elle a peur, on a tout un bruit, on a tout un truc sur le son. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont se déplace le personnage et qui pour moi me rappelle le rêve, c'est que on le voit à un endroit puis il jaillit à un autre. Alors que c'est pas logique, il devrait pas être à cet endroit-là. Et ça me fait penser, quand tu rêves, des fois, tu rêves, puis d'un coup, pouf, tu te retrouves dans un autre endroit, et ainsi de suite. Et t'as des choses pas logiques. Et donc déjà, rien que le découpage de la scène, elle est vraiment découpée comme un langage de rêve, en fait. C'est ça. Et ensuite, par contre, quand on est dans le cinéma, on retrouve pas ce personnage, on retrouvera qu'à la fin. Donc vraiment, il y a un côté très curieux, bizarre, étrange, qui va être souligné par la présence de cette comédienne dont on a parlé, Nicoletta Elmi. Le spectateur a forcément en écho les autres films qu'elle a fait, et du coup a cette image de innocence bafouée, de enfant démoniaque qui vient avec elle, et tout de suite en plus avec son expression, sa manière de se tenir, et cette petite scène où elle va remonter la main le long de sa jambe comme un geste de succube, de la manière dont c'est filmé, qui sous-entend que ce personnage n'est pas totalement innocent, et quand en plus elle va braquer les lumières sur les personnages quand ils vont faire du bruit ou commencer à faire du frotti-frotta dans la salle de cinéma. Il y a le côté aussi, elle prend les tickets, et des tickets qui sont un peu dorés. Et le film, il est plus récent, mais ça m'a fait penser à Last Action Heroes, qui avait ce côté où justement, par le ticket, déjà, tu pénétrais dans la fiction. Et le fait que ce soit ce personnage-là, qui a vraiment un physique de sorcière, en plus, rien que son regard, qui est très mis en valeur. Cheveux roux, c'est ça. T'as l'impression que quand tu lui donnes le ticket, elle te jette un mauvais sort. Et c'est hyper intéressant. Puis le ticket jaune, la couleur jaune, moi, ça me fait penser aussi au magicien d'Oz. Donc t'as l'impression que justement, tu pénètres dans un autre monde. Donc je trouve ça plutôt intéressant d'utiliser ce ticket-là. Et limite, vu que c'est un gars qui les distribue, t'as l'impression que il cible ses victimes un peu comme un tueur, tu vois, va cibler des profils. Et on le voit, le public dans la salle, c'est un public qui est très différent. On a des jeunes ados, on a un couple qui viennent fêter leur anniversaire de mariage, 2 copines, 2 jeunes, t'as même un aveugle. D'ailleurs, c'est très très drôle, ça m'a fait rire. Ça, l'aveugle, moi j'ai pensé tout de suite à Suspiria, évidemment, normal. surtout avec ce qui lui arrive. Mais cette galerie de personnages aussi fait forcément penser à un slasher, quoi. C'est vrai que le film a des tonalités de slasher
dans le fait que les personnages sont un peu tous agaçants et qu'au final, tu sais pas trop si t'as envie de les sauver ou pas. Quand il va arriver ce qui va arriver, et qu'en plus quelque part il provoque ce qui va arriver, quoi. C'est-à-dire que la nana qui va se transformer en premier en démon prend le masque, elle le pose sur elle, et du coup quelque part c'est comme si elle invitait le mal en elle, quoi. Bah, de toute façon, elle était un peu débile de base déjà. C'est ça. Moi, je sais pas, je vais au cinéma, je vais pas prendre les trucs qui traînent pour jouer avec. J'ai été bien éduquée. Non, non, elle touche tout. En plus, déjà, la déco, elle est bizarre parce que ça a aucun rapport avec le film, à part le masque. Moi j'ai Mais, trouvé la déco sans sas, perso. ah ouais. Mais c'est très années 80, par contre, Ouais. je trouve. Et c'est là que tu vois encore modernité par rapport à l'extérieur. C'est Mm. vraiment, tu vois, on est passé dans un autre univers, comme si on était dans une espèce Oui. de sas. Enfin, je trouve qu'il y a même un côté un peu. Il y a un moment, je me suis dit, ça m'a fait penser un peu à un vaisseau spatial. Tu vois, dans le côté un peu rétro-futuriste, le côté un Mm. peu. Vraiment, tu vois, on est passé dans un autre univers, dans quelque chose. Donc, il y a vraiment ce côté seuil. Voilà. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est vrai que t'as l'impression de passer dans un autre monde, donc vraiment, je te rejoins. Et là où ça va être intéressant, c'est que du coup, on va avoir une mise en abîme entre ce qui se passe dans le film, qui est projeté, où t'as des gens qui vont explorer une espèce de ruine, pas Ouais. des catacombes, mais des ruines, où il y aurait du coup des restes de démons, ou en tout cas d'un Alors, masque il y démon. aurait, dans le 1, précisons, c'est qu'en fait, il y aurait la tombe de Nostradamus, non pas le chanteur de rock, comme le dit une des personnes, mais le fameux Nostradamus qui pouvait donc prédire l'avenir et donc qui aurait prédit une fin du monde, en quelque sorte. C'est ça. Et du coup, en fait, il y a une mise en abîme, puisque on va avoir le montage en parallèle. Il y a des jeux aussi de ce qui se dit en fait entre les personnages qui semblent répondre à ce qui est dit devant le film qui est projeté. Et puis, Il y a même des regards que se lance, genre le démon qui va regarder la salle comme s'il voyait Ouais. les gens. Et là, ça m'a fait penser à du Cameron. Je pense à une scène de Terminator 2 où à un moment il y a le robot comme ça qui nous regarde, etc. Ils refont le même coup dans le 3 où t'as l'impression que le robot il nous a vu, qu'il va venir nous manger, tu vois. Et c'est encore ce truc de jouer avec la salle, et ça joue aussi sur cette peur de la créature qui sortirait du film. Encore une fois, je revois à Freddy. Il y a un peu cette thématique là, mais je serais pas étonnée que ce réalisateur il ait vu Démon. Ah, on en reparlera, Oui. mais Oui, non, c'est clair. C'est vrai que, ouais, Wes Craven, ouais. Moi, je pense à Scream 2, évidemment, mais ouais. parce que quand on parle de mise en abîme, et de créatures et de salles de cinéma, on pense forcément à Scream 2, à l'intro de Scream 2. Et vraiment, là, la mise en abîme, et après, moi, personnellement, je pense aussi à Angoissa. J'aurais plus du nom du réel de ce film, mais voilà, qui est pour moi le film ultime de la mise en abîme à voir du coup dans une salle de cinéma, si possible. Mhm. Et du coup, là, ça finit, la mise en abîme finit par l'écran crevé. Et au moment où l'écran est crevé, c'est l'irruption des démons dans la salle de cinéma. Donc c'est Ouais. vraiment, au cas où vous ne l'aviez pas compris, le film vous le dit, quoi, vous le montre. Alors, par contre, est-ce que tu y as vu aussi quelque chose lié justement au rêve et au cauchemar? Parce qu'il y a des rêves comme ça, je sais pas si ça t'arrive, mais il y a des rêves, enfin ça m'est déjà arrivé, où j'assiste à ce qui se passe comme si j'étais spectatrice, et d'un coup je vais me retrouver intégrée dans ce que je voyais au début. Et je sais plus comment ça s'appelle, ces rêves-là, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et je trouve que le film, vu qu'il reprend ce côté-là, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à ces rêves-là où justement mes cauchemars auxquels j'assistais en dehors en disant ça me fait peur et tout, d'un coup viennent me chercher, viennent me prendre. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé ça, mais ça m'a fait tilt. Peut-être, mais là ça me revient pas. Mais oui, en tout cas, il suit une mécanique de rêve, même si on s'en échappe pendant un moment parce qu'on est pris dans l'action, on va dire. Surtout quand les gens essaient de contenir les démons, mais on va voir après un hélicoptère qui va crever le plafond, et ça semble complètement absurde, comme dans un rêve où il y a des choses absurdes qui arrivent, et en fait ça fait limite, ça te fait sortir, enfin ce moment-là, je sais pas toi, mais moi ça m'a fait sortir un peu du film dans le film, et du coup en plus qui suit derrière ramène les personnages au réel, quoi. C'est-à-dire qu'on sort de la salle de cinéma et on constate que le cauchemar est devenu réalité, quoi.
Mm. Mais moi, tu vois, ce qui m'a fait plus sortir du film et de cet aspect justement cauchemar, c'est les scènes qui sont à l'extérieur où on suit cette espèce de bande de punk là, qui se drogue en voiture. Oui, Et à chaque fois, je me disais, pendant ce temps-là, à Veracruz, tu vois. Et c'est dommage parce que je trouvais que ça cassait le rythme et ça cassait justement le fait d'être vraiment, tu vois, enfermé avec eux. Je trouvais que ça apportait beaucoup. Mais je comprends pas non plus trop l'apport de ces personnages. Enfin, il y a ça aussi dans le 2. Et je ouais. comprends pas trop pourquoi ces punks qui arrivent tardivement ou on se dit ok, c'est comme dans les films d'horreur américains, les slashers où on te ramène de la chair fraîche, mais bah, je trouve ça un peu what the fuck dans les Vendredi 13 et je trouve ça tout aussi what the fuck dans le démon. Ah ouais. Euh, Bah oui, parce qu'ils apportent rien, ils ont pas d'interaction avec les autres personnages. Enfin, c'est sans Moi j'ai intérêt l'impression en que c'était fait. pour un peu redonner du souffle, mais je trouve que ça marche pas vraiment. Euh, Ouais, ça casse le rythme et ça casse la tension qui montait crescendo au début. Là, on était bien mm, dedans. Puis d'un coup, on voit ça. Alors moi, je me suis dit, est-ce que ça a inspiré les nuls pour la Cité de la Peur, tu vois? Je me suis dit, c'est peut-être une référence. Donc voilà, je possible, sais pas. ça c'est fort possible. Faut demander à Alain Chabat si on le rencontre un jour. Et du coup, bon, petite parenthèse action, on a une scène d'action avec une moto et une épée Elle est trop qui bien. sort un peu aussi de l'espace, hein, clairement. C'est trop bien cette scène. Donc en gros, il passe sur les fauteuils de ciné et tout, fait tout le tour de la salle et il défonce des démons avec son épée. Mais c'est tellement génial. Et alors, je sais pas toi, mais moi, j'ai surtout pensé à Ash dans Evil Dead, quoi, avec il a les manches Ah bah déchirées, il a bien son sûr, épée dans c'est le un dos. hommage, hein. C'est hommage qui va se retrouver aussi dans le 2, puisque le moment où t'as le héros qui s'arrache les manches protéger ses mains quand il va grimper le long de la corde de la cabine d'ascenseur, Mhm. qu'on va retrouver quand il va descendre après le long de l'immeuble, pour sortir de l'immeuble, avec sa femme sur le dos. Tu penses à Die Hard, certes, mais tu penses aussi à Ash dans Evil Dead, surtout quand il défonce après un démon avec une lance improvisée, quoi. Mais elle est hyper fun. En fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a... Ouais, tu te dis c'est n'importe quoi, mais tu prends un plaisir fou et t'en redemandes, quoi. C'est hyper drôle. Enfin, c'est... Pareil, je me rappelle aussi, il y a une scène à un moment qui m'a marqué dans le côté rêve où c'est souvent aussi tu fais des rêves comme ça où t'as une menace dans ton dos et puis tu te retournes, tu la vois et tu cries et là ça joue un peu sur ça et ils sont dans le conduit et puis là ça m'a fait penser un peu à Alien aussi puis ça m'a fait penser à ce côté un peu peur que parfois on a en cauchemar où le mec il dit ah je l'entends derrière nous, j'entends des bruits de griffures, ça arrive et il se dépêche et tout puis il dit à sa chérie passe devant et là elle commence à avancer, il fait oh, mais j'entends c'est devant, c'est partout et puis en fait bah il comprend pas que c'est sa chérie qui se transforme en démon et c'est hyper bien fait parce que ça joue sur vraiment le son, sur ce Mm. côté on est dans un espace réduit donc on a la peur qui monte et pareil Et ça le c'est des montage trucs aussi, qui hein. peut Le montage est ouais assez incroyable. ouais et c'est pareil ça joue sur des peurs vraiment primaires qu'on peut avoir et c'est quelque chose qui avait été repris dans le premier Alien par Ridley Scott en utilisant voilà les sons avec ce personnage bloqué et ça marche très très bien. Et puis, donc, pour finir le fil, on va dire, conducteur entre le 1 et le 2, enfin le 1 surtout, Mhm. c'est qu'à la fin du 1, donc, on comprend que la ville est complètement contaminée. Et donc, ils ont quitté la moto pour un véhicule qui trouve de survivants qui se barrent. Donc là, on est vraiment dans une ambiance zombie, hein, même s'ils essaient de s'éloigner des zombies, on est vraiment dans cette ambiance-là. Et en fait, ils partent vers l'ouest en cherchant une espèce de lumière. Et en fait, bah, tu ne peux que penser à Berlin-Ouest, au mur, Ouais. quoi. Donc, et du coup, il y a vraiment... tu te dis, est-ce que finalement le film ne parle pas à ce moment-là de l'espoir que représente Berlin-Ouest pour les gens qui habitent à l'Est? Ben, totalement, puisqu'il parlait justement de ce côté frontière, de ce côté mur qu'on ressent pendant tout le film. Exactement, pour moi, c'est aussi un reflet de cette société, de cette époque-là. En plus, les gens disent on veut aller de l'autre côté pour avoir une nouvelle chance, un moyen de refaire sa vie, justement. Et c'est vraiment des discours que pouvaient tenir des personnes qui voulaient passer de l'autre côté. Mais dans le 2, du coup, justement, on passerait du côté ouest, puisque dans le 2, on te dit en intro au début, sur un fond noir, Ouais. que y a eu un phénomène étrange qui s'est passé.
et des démons seraient dans notre monde. Mais quand tu retrouves les personnages qui sont dans cet immeuble, bah, ils ont pas l'air non plus trop inquiets en fait, et t'as pas l'impression que c'est la fin du monde. Donc en fait, c'est comme si en fait on serait passé du côté ouest, et d'ailleurs tout le luxe qu'on va voir dans cet immeuble te fait penser au luxe peut-être que peut imaginer les gens de Berlin-Est quand ils pensent à Berlin-Ouest, quoi. Le luxe, la vie à l'américaine, on va dire. Et on est Exactement. vraiment... Et puis, il y a ce côté aussi où finalement, à l'ouest, on n'est pas vraiment au courant de tout ce qui se passe à l'est. Ouais, Et le fait que les événements soient racontés peut-être sous forme de fiction dans la télé, ça montre à quel point les gens, en fait, ils pensent pas que ça s'est vraiment passé. En fait, c'est un peu peut-être comme une légende urbaine, ou peut-être qu'ils le savent pas vraiment. Nous, on nous le dit à nous, public, parce qu'on a vu le premier. Mais les gens qui sont dans cet immeuble, sont peut-être pas dans le même positionnement que nous, en fait. non, tout à fait. Ils sont totalement vierges, on va dire, comme le public pourrait l'être, puisqu'en fait, le 2 est construit de telle manière, là, tu pourrais le voir sans avoir vu le Ah 1 oui. quelque part. Et du coup, on commence avec des plans qui vont évoquer tout de suite, finalement, ce qui va se passer plus tard. On voit des gouttes de sang qui tombent sur une surface. Et comme plus tard, le sang va traverser une espèce de sang acide qui va traverser tout l'immeuble, en fait, et contaminer, du coup, tous les étages. Ça Et te là, on rappelle voit... pas Alien, encore une fois? Oui, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Et du coup, on voit ce sang qui dégouline sur un couteau. Donc le couteau te ferait penser à du giallo, c'est un film italien, etc. Mais le sang qui traverse fait référence directement à ce qui va se passer plus tard dans le film. Et en fait, ce n'est que du coulis de fraises qui coule. Et en fait, t'es dans les cuisines de l'immeuble, en fait, des cuisines pro de l'immeuble. Et parce que tu vas découvrir plus tard qu'il y a plein de choses différentes. Il y a même une salle de sport et un spa dans l'immeuble. Et du coup, cette intro, qui ensuite, on va passer directement à autre chose, et on ne verra plus vraiment ce cuisinier. Mais tu sais à quoi me fait penser cette intro aussi? C'est à l'intro d'un film d'action, à un film justement d'otage. Tu parlais de derrière d'avant, mais Mm. je veux dire, c'est des choses si claires, tu vois, genre La Tour Infernale, des films où il va se passer un drame, tu vois. Enfin, dès que c'est des films un peu d'action, il y a un peu ce type-là de mise en scène où ça sert aussi à te présenter le décor, à te présenter l'endroit dans lequel ces personnages vont évoluer. Et c'est vrai que ça change un peu d'une intro de film d'horreur, même si quand même par des indices, comme tu l'as dit encore, cette couleur rouge, on te fait comprendre que ça va saigner, mais en même temps, on te fait comprendre qu'il va y avoir de l'action, je pense. Et du coup, ensuite, on va retrouver des personnages. Enfin, le film va te présenter les différents personnages du film. Du coup, Sally qui fête son anniversaire mais qui boude parce qu'elle n'a pas la bonne tenue. Un couple qui attend un enfant où t'as la femme qui fait des activités physiques pour donner de l'oxygène à son bébé. Qui nous paraît un peu ridicule, mais il y a encore des inquiétudes de genre là aujourd'hui. Hein, donc, Ouais, écoute, Et voilà, on voit une galerie de personnages, même jusqu'au... on voit un petit gosse qui est laissé chez lui tout seul par tout des seul, le parents pauvre. indignes. Je tiens à le C'est ça. dire, il y a des parents indignes dans cette histoire. Et en fait, finalement, ça nous montre le monde moderne, en fait, mais le monde moderne dans la sphère, on va dire, la bulle des gens privilégiés. Comme le premier nous montrait plutôt des sphères, des couches populaires, là, le 2, il nous plonge dans le milieu bourgeois, quoi, clairement, et c'est dit dans les appartements gigantesques, dans la décoration en plus qui est vraiment en écho avec ce qu'est la personne, et son apparence en tout cas, et ce qu'elle renvoie. Et il y a vraiment un jeu des apparences en fait qui vont... t'as les gars qui font du sport et qui ont l'air débiles, mais en fait qui vont pas être si débiles que ça. Et à l'inverse, les gens qui font la fête, les jeunes qui font la fête... C'est eux qui sont débiles, hein, en fait. Qui sont débiles, on va dire, oui. Mais à la fois, c'est pas un peu de leur faute, hein, c'est la faute de Sally, hein, quand même, soyons honnêtes. Et puis, c'est ces enfants captivés par la télé qui sont du coup des cibles de choix, on va dire. C'est ça. Et puis ça nous montre aussi une société qui va être auto-centrée sur elle. Parce qu'autant dans Oui. le premier, on voyait une masse qui n'hésitait pas justement à s'entraider. Et là, on voit que c'est des gens qui ont tendance à être refermés sur eux-mêmes. Et par exemple, même dans la fête, c'est toute une bande et tout. Il y a personne qui se dit, je vais aller voir l'autre. Ah, elle est où Sally? Ils s'en foutent. Genre, à des moments, Est-ce ils que disent, c'est... elle est où? Mais en fait, ça dure pas longtemps. Ils continuent à faire la fête. En fait. Est-ce que c'est l'individualisme de la société moderne ou est-ce que c'est l'individualisme inhérent à la haute société, quoi? Puisque finalement, Ah, le possible noble aussi était que tout ce seul soit dans les son deux. royaume, hein, dans son palais Mais vide. Mais possible que ce soit les deux, parce que justement, plus t'as de technologie, moins tu vois des gens, en fait. Hein. C'est vrai, C'est un il y a peu un ça propos aussi. comme ça. Bon. Mais tu vois, on a cette esthétique froid quand même au niveau de l'esthétique, parce que même si on a des apparts qui sont vachement décorés, machin chose, il y a quand même un sentiment froid
qui s'en dégage. Qui Il y est a un aussi- côté un peu théâtral, je trouve, dans on te montre chaque appart et c'est disposé un peu comme une scène de théâtre. Et des fois, tu vas avoir une scène de vaudeville, des fois une scène de tragédie parce que tu as un perso qui va être tout seul avec son chien. Enfin, C'est vrai, t'as différents voilà thématiques, mais t'as l'impression que aucune des scènes auxquelles tu assistes sont peut-être forcément vraies. Alors, si, parce que finalement, je trouve que c'est d'une extrême modernité, en fait, c'est encore valable aujourd'hui, quoi. De Sally qui préfère être toute seule plutôt qu'à sa soirée d'anniversaire. Euh, Excuse-moi, je pense qu'il y en a encore des jeunes qui font ça, qui préfèrent être sur internet plutôt qu'être avec leurs amis, quoi, et qui va bouder pour des excuses. En fait, tu sens qu'en fait la meuf est totalement dépressive et ça va te confirmer, même quand elle sera transformée en démon. Mais Qui- le pire, c'est qu'elle leur dit cassez-vous, enfin partez. Et les C'est mecs ça. sont là, ah, on fait la fête, allez, c'est bon, on continue. Bon, bah, je comprends qu'elle en ait eu marre. Hein. Si elle leur dit partez qu'ils veulent pas, bon, bah. Ouais, et surtout, en fait, bah, après, ils sont tous venus pour elle, mais et Ouais. surtout, aucun va venir s'inquiéter, à part sa meilleure amie, là, qui vient, mais C'est sinon, ça. les autres ne viennent pas s'inquiéter. Voilà. À l'autre côté, on a Anna, donc la mère, enfin, la future mère, la femme enceinte, qui est toute seule et qui va devoir affronter toute seule les démons pendant une bonne partie du film, et qui, en En plus, même va temps, être- elle aurait pas ouvert sa porte, elle aurait été tranquille. C'est vrai, mais est-ce que cette femme toute seule, future mère qui se débat, est-ce que ça ne fait pas penser aussi à la femme célibataire, quoi, qui doit se débattre, voilà, ce propos qui est encore plus Pas mal. souligné par l'absence d'un petit garçon qui, lui, est vraiment tout seul et tu penses à un gamin divorcé, quoi. Mais c'est même pas parce que sa mère, elle travaille, elle est dehors avec son mec ou le père du gamin, j'en sais rien. C'est s'ils sont sortis. En tout cas, ça évoque vraiment, je trouve, des thématiques qui Ouais. sont encore modernes, à savoir bah, les gamins divorcés qui sont tout seuls, ou de parents ignares, je sais pas. Ou de Et, parents démissionnaires, parce qu'il y en a, ils font des gosses, mais ils s'en foutent. C'est ça qui est horrible. Je pense qu'il faudrait un permis pour faire des Pauvre enfants. petit. Franchement, il a même pas eu la chance de bouffer ses parents. Et ça, c'était ma grosse C'est déception clair. du film. Et du coup, bah, tous ces différents, comme tu dis, c'est des tableaux hein, vraiment qu'on a de différents personnages. Le truc devant lequel ils se retrouvent, et moi je trouve la scène d'autant plus triste quand on est devant la famille et où la femme seule avec son chien, t'as l'impression que la famille, ils sont tous là ensemble, mais ils se parlent pas, chacun captivé par la télé. Et quant à la femme seule avec son chien, en fait, t'as l'impression que son compagnon, c'est la télé, quoi. Plus que son chien, limite, parce qu'elle est étonnée de la présence de son chien. Donc elle a oublié son chien à cause de la télé. C'est là que tu fais mais, la tristitude de ce qui est dépeint. Et en fait, ce qui est dépeint, bah, c'est l'idée principale du film qui a motivé le scénario, à savoir ce que la télé fait à la société, quoi, ou ce qu'elle représente de la société. Et parce que là où va venir le mal, c'est par la télé, justement, par les écrans. Les démons vont sortir de l'écran de la télé, quoi. Mais c'est plutôt intéressant parce que la vision qu'ils ont de la télé, les deux réalisateurs, c'est qu'ils en parlent comme une usine à publicité et comme un médium en fait qui ne recherche que l'argent et dont le but est de proposer des programmes qui vont leur apporter de l'argent. Donc c'est une vision déjà très pessimiste qu'ils ont de la télévision. Donc c'est plutôt intéressant de voir un peu comment ils en font un outil de perversion en fait sur ces personnages. Tout à fait. Surtout que dans le 1, en fait, ce qu'il voulait parler, justement, Lamberto Bava en parle dans une interview, c'est la thématique qui le drivait, c'est le fait que les films, en fait, se prostituent, on va dire, pour atteindre le plus grand nombre de gens, pour faire le plus de fric possible. Et du coup, bah, dans le 2, c'est vraiment la télé qui en fait, essaye de brasser le plus de monde possible et qui, finalement, déshumanise les gens, les sépare de leur famille, les isole, voire peut-être les rendre cons. Le propos n'est pas poussé jusque-là, mais on pourrait le pousser jusque-là, hein, finalement. Le côté séparation, c'est pas mal, c'est un peu un mal de la société. On dit souvent, t'as beau être entouré, mais tu dis je me sens seule, et finalement, c'est peut-être aussi ce que cette technologie et tout ce qui nous entoure nous a apporté. Si tu vois, regarde à peu près, bon, je crois que c'est fin des années 70 qu'elle est sortie de comédie musicale, mais par exemple, toi, je prends un exemple, Starmania, t'as la chanson on vit les uns avec les autres, mais au final, elle te dit que bah, on est tout seul, quoi. Je vais pas vous chanter la chanson, mais c'est un peu aussi le propos, et c'est un peu ce truc de mal-être, et on le voit, regarde, on est même maintenant, on est connecté à fond, mais au final, quand tu coupes l'ordi, quand t'as plus internet, bah t'es tout seul. Et on retrouve déjà cette idée-là avec la télévision. La preuve, quand la télévision s'arrête, nos personnages se sont abandonnés et lui parlent même en disant mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe et tout, et plutôt que d'aller autour d'eux voir ce qui peut arriver.
Ah mais totalement, et chacun va rester enfermé dans son coin, et en fait c'est les sportifs qui vont s'unir pour un mouvement de rébellion et de résistance qui est assez étonnant parce qu'on a un peu le cliché des sportifs idiots, alors que là en fait c'est ceux qui font, on va dire, ont les idées les plus malines en fait. Ouais, il y en a quand Et même un qui est marrant, tu sais, quand il lui donne, justement notre chouchou là, qui lui donne l'extincteur, elle lui a fait «Mais je sais pas comment m'en servir!» Et l'autre il lui fait «Bah, elle lit les instructions!» C'est logique, et ça m'a trop fait rire. Non, c'est clair. Mais moi, je sais pas, du coup, moi, ça m'a fait penser que ce soit la scène de destruction des écrans à la fin ou même l'esthétique, en fait, en général du film. Moi, ça me fait penser un peu, bah, justement, on a parlé à la publicité, et notamment à une publicité qui était, je crois, de Nike, où tu avais une sportive qui arrivait avec une masse énorme et qui défonçait, qui lançait dans des écrans. Et il y avait une esthétique, ça faisait très penser à 1984, tout le monde était assis en train de regarder avec des uniformes identiques et un regard délavé, regarde un écran, et en fait le fait de briser cet écran, t'as l'immersion justement du sport et de la vie qui te pousse à aller dehors, à rencontrer des gens, et en tout cas ce qu'essaie de transmettre la pub, et on retrouve un peu ça dans le film, même si je pense pas que c'était ce qu'ils avaient en tête, mais moi, je peux pas m'empêcher d'y penser, en tout cas. Mais moi, je Voilà. trouve qu'on retrouve aussi, au niveau de l'influence de la télé, justement, l'influence sur l'esthétique, l'influence des vidéoclips. On en parlait, bon, pour le 1, mais sur le 2, moi je te dis, il y a cette scène où le démon arrive, où il y a toute cette lumière stromboscopique. Ça m'a rappelé une scène de Flashdance où il y a toute une chorégraphie dans le club Mm. qui est fait sur cette lumière-là et qui est filmée un peu comme ça. Et je sais que le réalisateur s'était inspiré justement de vidéoclips voilà, qui étaient sortis. Et je te parlais aussi, ça m'avait rappelé la chanson vidéo clip Kill Radio Star, où là je me suis dit, bah, c'est la télé qui kill le ciné. Et j'ai vu aussi un peu cette petite référence-là, mais c'est vrai que même maintenant, bon après je parle de maintenant, mais ça arrivait un peu à l'époque, quand tu as eu des chaînes comme MTV, comme tous ces trucs-là qui sont Mm. arrivés, ça a eu aussi une influence sur la façon de filmer, sur ce qu'on proposait. Il y a vraiment des choses qui se répondent finalement entre le cinéma et la télé, même si à l'époque de ce film-là, on a plus l'impression que la télé a tendance à vouloir manger le cinéma. Au final, nous, ce qu'on peut en voir maintenant, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se répond. Bah, en plus, moi, dans le premier, moi, je pensais carrément au clip Thriller de Michael Jackson. Oui, ah Hein. bah totalement, totalement. Donc, Rien que la ça fait scène avec sens. les ombres et tout, mais Puis le fait totalement. qu'il y ait une scène de cinéma et que justement il y a une mise en Voilà. abîme, enfin bref, c'est Mm. totalement ça. Donc oui, oui, et puis bon, en dernière référence cinématographique, moi je pense aussi à l'esthétique des films de Michael Mann et de la Exactement, ouais. série Miami Vice, Mm. évidemment. Avec les néons, le côté moderne, mais aussi très blanc en fait et très pâle de ces appartements. Et une décoration très années 80 quoi. Après, Mm. c'est typiquement de l'époque aussi. Hein. Je pense que cette série Miami Vice et le cinéma de Man, comme Démon 2, en fait, a capté parfaitement l'essence de cette époque, en fait, de cette décennie quoi. Ah oui, que ce soit le bon et le mauvais, en fait. Et puis, pour finir sur ce rapport à la télévision, je sais pas toi, mais moi, la mise en scène de Démon 2 me fait penser aussi, enfin, pas trop la mise en scène, mais finalement la narration Mhm. jusqu'à la fin. Comme si on suivait des personnages, tu as parlé de Rec, mais moi ça me fait penser effectivement voilà, à un reportage qui suivrait des gens qui essaient de survivre. Et le fait que jusqu'au bout il y a des écrans qui les suivent, des caméras, ils se retrouvent dans un plateau de télé, vraiment il y a quelque chose comme si finalement il y avait ce regard un peu voyeur et on te dit bah, non, faut éteindre ta télé, quoi, faut arrêter, C'est ça reste pas rivé quoi, sur les C'est écrans ça, quoi. le film se finit littéralement avec bah, une personne capturée par une caméra et un écran détruit, comme bah, si c'était le seul moyen de faire arrêter ce côté, comme tu dis, voyeuriste, c'est dire stop, laissez-nous vivre notre vie en quelque sorte. Et c'est vrai que limite, les écrans, ils ont tendance à oppresser nos personnages. Mm. Parce qu'il y a toujours aussi ce côté, même par exemple quand ils voient les démons, quand ils sont cachés, il y a vraiment un côté spectateur, voyeur. Par exemple, je pense à la scène dans l'ascenseur où on a deux personnages qui sont bloqués dans l'ascenseur et qui ont ouvert
très légèrement les portes et qui voit justement ces démons passer et compagnie. Il y a vraiment ce côté voyeur, on a des plans sur leur regard au travers de ces portes qui espionnent. Et pareil, on peut le voir comme... quand, tu vois, quand tu regardes des trucs à la télé un peu intrusifs, tu vois, je pensais quand tu regardes par exemple Striptease, l'émission, ou quand tu vas regarder des téléréalités, tu vois, c'est vraiment un côté très voyeur, très malsain. Et ça peut aussi montrer, ça peut aussi peut-être être une référence au type de programme qui était proposé par Berlusconi, qui était des fois de très mauvais goût, qui avait ce côté voyeur, ce côté un peu sulfureux aussi. Ça peut aussi être vu comme voilà le côté néfaste de la télé. Après, la télé, il faut pas non plus le voir comme le diable, parce que ça permet aussi de découvrir certaines œuvres que tu n'as pas pu voir au ciné, mais ils se sont focalisés vraiment sur l'aspect mauvais de ce média-là. J'ai envie de dire qu'ils ont été assez visionnaires, chercher le terme exact, puisque finalement la télé aujourd'hui, ce n'est plus là où tu vas voir les films que tu as ratés en salle, puisque aujourd'hui tout le monde a Netflix pour ça, mais c'est là où tu vas regarder les séances sur la télé, quoi, donc, ou ça. Des chaînes d'infos en continu. Donc finalement, on est totalement là-dedans, quoi. Donc, ouais, c'est devenu hyper oppressant. Puis on retrouve cette recherche justement de faire du pognon et cette recherche d'être tape à l'œil. Et quand tu vois les infos, ils vont te montrer des scènes de guerre, ils vont te montrer des choses qui vont te faire peur en te disant ah bah tiens, il y a un virus, là c'est à fond sur les virus. Ah, il y a telle personne, elle est néfaste, on est à fond sur cette personne et tout. Et c'est tout le temps pour te faire peur. Et finalement, notre télé, elle est remplie de démons à l'image de ce film-là. Sauf que j'ai pas envie qu'ils sortent de la télé, hein, voilà, clairement. Mais je trouve que cette idée-là, elle est intéressante. Peut-être il y a un côté un peu mise en garde, genre... faites attention à ce que vous regardez, surtout quand on a par exemple la scène de famille avec le père qui laisse sa fille regarder justement le film d'horreur et qui lui dit mais tu regardes ça toi, elle lui dit ah mais ça m'intéresse, mais à aucun moment le père va utiliser son rôle de père et dire bon j'éteins la télé, t'arrêtes de regarder. Non, ils vont continuer à regarder. Donc ça aussi c'est intéressant de voir à quel point quelque part ça nous dépeint quand même une société qui est un peu démissionnaire et qui se laisse captiver par cet écran. On parlait de télé là qui nous oppresse, qui nous fait peur. On vous a dit il y a plein de choses comme ça qui nous ont inquiétés. Eh ben oui, puisqu'on est dans un film d'horreur à l'italienne, ça serait peut-être pas mal un peu de vous parler de mais qu'est-ce que c'est l'horreur à l'italienne ? Est-ce que c'est comme une bonne pizza ? Eh ben voilà, vous voyez, je parle un peu de produits culturels, comme je sais pas bien parler italien. Je vous place ce que je connais. Mais tiens Sophie, vas-y, toi qui es notre spécialiste du jour, parle-nous de ce beau genre italien de l'horreur. Alors je sais pas si je suis une spécialiste, je suis une aficionados en tout cas des films italiens et particulièrement des films d'horreur italiens. Et effectivement, Démon est vraiment, je dirais même que c'est un peu le cocktail parfait entre l'horreur italienne et l'horreur américaine. Sachant que évidemment le grand truc du cinéma italien de l'époque, c'était de reprendre des grands genres américains et de les refaire à une sauce italienne, comme Sergio Leone l'a fait pour les westerns. Et le cinéma, le giallo l'a fait pour le cinéma d'horreur, voilà. Et Démon 1 et 2 en est le parfait exemple. On a donc dans le premier, on a vraiment les codes du slasher avec une bande de jeunes qui est dans un cinéma qui a un comportement qui moralement n'est pas forcément acceptable et qui du coup va les amener à se faire défoncer par les démons. Mais c'est fait de manière italienne. Donc ça veut dire qu'on va casser les codes du slasher, qu'on les suivra pas du tout, que d'ailleurs à la fin il n'y a pas vraiment de finale girl en fait, et qu'on a justement plutôt une grande variété de personnages, qui sont pas tous des ados d'ailleurs, et même si on suit un peu les codes du slasher, on s'en éloigne, il y a quand même des focus sur des trucs gore, sur du sang, sur des transformations, et en fait ce que fait le cinéma italien, c'est qu'en fait il a un côté baroque, et ce côté baroque il va s'exprimer dans un côté les couleurs vont exploser, on va vous montrer des détails gore, on va pas détourner la caméra sur des trucs gênants, contrairement à ce que fait le cinéma américain qui reste quand même malgré tout assez pudique. Ça se remarque dans le côté autocensure que a toujours fait le cinéma américain. On peut le remarquer notamment quand il y a une BD qui est adaptée, comme je sais pas, je prends Walking Dead, bon c'est la télé, mais c'est quand même beaucoup moins gore que la BD quand même, voilà. Et le cinéma américain il a quand même ses limites, je trouve toujours, et le cinéma italien lui n'a pas ces limites là. Dans le 2 on va avoir des enfants qui vont être transformés en démons.
Alors, un chien qui est transformé en démon. Un truc que tu ne verrais pas dans un cinéma américain, enfin dans un film américain. Et Ah, The Thing, il y a des chiens qui ont une belle transformation aussi. c'est vrai. Mais The Thing sort un peu, enfin le cinéma de John Carpenter sort un peu des codes du cinéma américain quand même. Et Oui. ça lui est retombé sur la tronche plusieurs fois. Et en plus, est-ce qu'il n'a pas lui aussi une petite inspiration? Parce que finalement, le cinéma italien s'est inspiré du cinéma américain, mais il a lui-même après inspiré aussi le cinéma américain. Et c'est un cycle vertueux, on va dire. Mais vraiment, ce cinéma gore à l'italienne, il est particulier. Ça se retrouve notamment dans les couleurs. Évidemment, il y a un héritage de Mario Bava et de Dario Argento. Ce n'est pas un giallo, mais ça reprend les codes du giallo avec cet attachement à ce détail gore, à ce geste gore, à ce geste meurtrier, notamment les griffes qui vont perforer la chair. La transformation qui elle-même est une Il y a mise quand à même une mort. certaine construction, je trouve, dans les plans. C'est très graphique, mais à chaque fois, je Mm. trouve qu'il y a une construction qui peut faire penser à un tableau. Vraiment, on a des personnages qui vont être passés d'une certaine façon, on va avoir une gestuelle dans les corps, parfois des corps un peu déformés dans leur positionnement. C'est vraiment, je trouve, quelque chose d'élégant. C'est pas juste une fille qui va crier comme ça, même si parfois on a certaines Ouais. scènes. Je trouve qu'on a une horreur des fois qui va être vraiment dans le placement. Je pense à une scène où on a une jeune fille, alors je sais pas pourquoi j'ai pensé à Twin Peaks, peut-être tu y auras pensé, la jeune fille qui s'est fait attaquer par le démon et qui cherche à revenir dans la salle pour demander de l'aide et qui se retrouve, tu vois, qui passe un rideau et qui se retrouve Ouais. pris dans les rideaux et qui commence à gesticuler, machin, alors qu'elle est juste enfermée dans des rideaux. Mais rien que ce plan-là qui est très simple, et ben ça peut faire penser à un tableau, tu vois, j'ai pensé à comment ça s'appelle, du Caravage, j'ai pensé à des trucs assez classiques où tu vas avoir une utilisation du drapé pour signifier le danger, la mort, la maladie ou des trucs comme ça. Et là, tu as justement cette jeune fille qui est piégée dans ce rideau et par la position qu'elle a, son côté paniqué dans sa gestuelle, dans son visage, c'est très très beau à l'image et on a toutes les émotions, tout ce qu'on a besoin de savoir qui ressort. Et je trouve que c'est des choses qu'on n'a pas forcément dans le style américain qui est toujours, je trouve, plus rapide et plus dans l'action plutôt que dans le fait de te faire ressentir ce qui se passe. C'est un peu des Oui. choses que fait Carpenter, par contre, tu vois, dans le côté, je te fais Mm. ressentir une émotion en utilisant l'image. Ou Sam Raimi. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi, il y a vraiment une recherche esthétique et du coup on va avoir des plans vraiment iconiques pour moi. Moi je retiens surtout la sortie des démons de l'escalier, où tu les vois Il est beau, monter ce avec plan. leurs yeux qui renvoient la lumière et il y a vraiment un côté, ce style baroque va s'exprimer par un côté surréaliste. Qu'on peut retrouver aussi peut-être plus dans le cinéma de Brian De Palma, qui est vraiment très inspiré du giallo. Il lui a carrément, Eh ben, il a tiens, fait des au giallo. niveau des couleurs pour le côté surréaliste, il y a des fois, j'ai pensé un peu à la palette d'un Dali, par exemple, qui aussi représentait souvent le rêve, le cauchemar. Et il y a certaines images dans le cinéma, le fait qu'il y ait beaucoup de drapés, qu'il y ait beaucoup de couleurs très franches, un côté un peu déformé dans certains trucs qui m'ont fait penser aussi à du Dali. D'accord. Ouais, moi je pense pas à du Dali parce que je sais pas pourquoi, moi dans ma tête, Dali c'est un peu plus pastel les couleurs, mais. Bah, ça dépend les tableaux, mais il y en a où tu as des couleurs plutôt imposées, en fait. Plutôt, je te demande avec du rouge, avec des verts travaillés. Ça D'accord. dépend ce qu'il fait, quoi. Bon, en tout cas, je pense qu'effectivement, c'est forcément. Enfin, le cinéma italien est forcément pictural par essence. Enfin, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Italie, tu peux pas faire un pas sans tomber sur un tableau de maître, sans tomber sur une architecture magnifique. Et du coup, forcément, ça a inspiré les cinéastes italiens et ça s'en ressent dans leur style. Et puis, en plus, ce film est inspiré par ce qui les a précédés, c'est-à-dire le cinéma de Mario Bava et Dario Argento, et ça s'en ressent dans l'image et dans l'utilisation. Mais il y a aussi un côté moderne, un côté qui a compris que le cinéma d'horreur aujourd'hui il est beaucoup plus présent dans le cinéma américain et qui n'hésite pas à lorgner du côté américain. On a parlé de la Tour Infernale, dans le 2, dans le 1 on a un côté slasher, enfin c'est vraiment, il est inspiré de ce film, mais il est aussi inspiré finalement, et il y a un côté contamination du mal qui fait penser forcément au film de zombies. Et même si le nom zombie n'est jamais dit, c'est des démons, le côté contamination du mal par des griffures ou des morsures, forcément fait penser aux zombies. Et le fait qu'à la fin du 1, on a une ambiance de fin du monde, fait clairement penser à un film de zombies.
Et même si totalement. Dario Argento a fait tout pour empêcher ça, qu'on le rapproche de Zombie de Romero, on ne peut que y penser, quoi. Ouais. Mais je trouve que par exemple l'horreur américaine, c'est quelque chose je trouve qui est très ancré dans la société, qui est très ancré dans le moment où ça a été fait et qui va s'inspirer justement soit de faits divers, soit de choses comme ça, mais qui s'inspire vraiment de la société. Alors que pour moi, quand je vois des films italiens d'horreur fantastique et autres, j'ai toujours vraiment, je pense direct toujours à un tableau où je pense direct vraiment à un côté onirique, poétique, à quelque chose de très chimérique et pas forcément à quelque chose qui va s'inspirer de la réalité. Même si après, ça peut justement se raccrocher à leur, voilà, à leur vécu, à la Mm. société, à des points qu'ils ont envie de parler. Mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose de légendaire, tu vois, c'est vrai quand tu penses Italie, enfin tu penses même, tu Ouais. penses voilà, aux mythes romains, choses comme ça, ou tu peux penser à des légendes grecques aussi. Enfin, je trouve qu'il y a un côté Ouais, et je mythologique dans leur trouve façon de vivre l'horreur. pas totalement, enfin que ce soit dans le cinéma d'auteur comme cinéma d'horreur, oui, il y a cette inspiration picturale et mystique, mais je pense qu'ils cherchent aussi à s'en détacher, quoi. C'est-à-dire qu'on navigue toujours entre le rêve et le cauchemar, effectivement, mais on est toujours appelé à la réalité, quoi. Que ce soit dans des films comme Ne vous retournez pas, les Giallo, les films d'Argento, les Mhm. films de Mario Bava, le Giallo par l'essence, finalement c'est toujours la recherche de qu'est-ce qui est la part de rêve, de qu'est-ce qu'on a imaginé, de qu'est-ce qu'on a inventé. Donc là, c'est le mystère, le rêve, le pictural, le Mhm. fantastique. Et qu'est-ce qui est la réalité. Et souvent, la réalité est là, et tu vas la voir, et tu vas la ressentir, et elle va te pourfendre par un couteau, quoi. Donc cette Ouais. réalité se rappelle toujours à toi. Et en plus, ils vont traiter, ce cinéma va traiter des problèmes de société, peut-être même plus que le fera le cinéma américain, puisque le cinéma américain reste encore très s'auto-censure, malgré tout. Mhm. Alors que le cinéma italien n'a pas ce côté autocensure et finalement on va aborder des problèmes de psychopathie, de tueurs, on va aller beaucoup plus loin que ne le ferait le cinéma américain et Ouais. mine de rien ça existe des tueurs, enfin des assassinats Mhm. complètement où il a arrêté des moments où des faits divers où on va se dire si on l'avait mis dans un film on n'y aurait pas cru quoi. Et là t'as envie de dire si ça avait été dans un film italien ça aurait passé. Ouais, tranquille, quoi. Mais c'est vrai que, je sais pas, à chaque fois que je compare les deux, quand j'étais jeune, je pensais que c'était ringard. Et tu vois, je les ai redécouverts en étant plus adulte il y a quelques années. Et je trouve ça passionnant. Et j'aime justement cette approche qui est totalement différente. Moi, à chaque fois, je pense vraiment à quelque chose de, ouais, d'onirique, qui est pas ancré dans la réalité. Mais pourtant, ouais, tu l'as très bien expliqué. On y retrouve, quoi. Mm. Bah moi pour moi on y retrouve et c'est quand même ancré dans la réalité quoi. Après il faut peut-être se pencher du côté de Fellini et Antonioni mais qui ont un côté éthéré complètement, un côté imaginaire mais complètement aussi, mais qui pourtant te ramène toujours à la réalité quoi. Mm. Non, mais je veux dire, tu vois, ça te saute pas enfin, quand tu te lances dedans, tu te laisses emporter par le truc et justement au début tu vas pas faire de relation et puis c'est au fur et à mesure que tu l'as fait alors que je trouve que dans les films américains j'ai pas ce côté là où je me laisse emporter, je pars loin. Non, dans les films américains je reste dans le truc qu'ils te proposent. Alors oui, bon, je vais m'amuser des fois de ce qui se passe, mais je vais pas avoir l'esprit qui va divaguer en me bah disant oh, je c'est sais beau pas. cette couleur, je ressens ça. Enfin, je trouve que c'est limite en Peut-être. fait les films italiens, je les trouve plus psy, tu vois, plus tournés vers la Ouais. psychologie, côté psychanalytique que Ah les mais oui films ça américains. totalement. Parce que tu Ça te oui rends compte que totalement. tu vas. Voilà, et le film dans le film, j'ai l'impression que, tu vois, quand je regarde un film italien de ce style-là, je vais me le faire. C'est-à-dire que je vais me faire moi-même le film dans le film dans le film, tu vois. Alors que Hmm. je vais moins le faire quand je regarde le style américain. Après, j'aime aussi, voilà, tout autant. Mais je sais pas, il y a un côté plus magique, voilà, dans ces films italiens, je trouve. Enfin, Ah c'est mon bah ressenti, hein. je sais pas parce que moi, cinéma américain, en fait, enfin, le cinéma italien, j'ai un rapport qui est que enfin, quand j'étais gamine, je suis allée en Italie, tu vois, plusieurs fois, Mhm. et puis ça a quand même les codes européens, donc c'est pas des paysans. Alors que le cinéma américain, moi, j'ai pas trop été baignée par MTV, tout ça, quand j'étais gamine, hein, donc j'ai pas du tout cette culture. Quand je regarde certaines séries hyper référencées américaines, je comprends pas la moitié des blagues, en fait, tu vois, parce que c'est des références que je n'ai pas. Et du coup, moi, le cinéma américain m'a toujours paru
bigger than life, tu vois, comme les 2 fois où j'étais aux États-Unis, je me suis dit c'est bigger than life dans la réalité aussi. Et du coup, c'est leur réalité à eux, mais moi je trouve ça assez dépaysant au final, parce qu'on n'est pas américain et qu'on n'est pas dans cet univers bigger than life. Et du coup, ils ont un côté baroque, les Américains, mais qui est différent. C'est pas sur le côté esthétique, pas sur le côté pictural, mais dans le côté émotionnel où tout est souligné, réappuyé, parce que c'est leur manière de s'exprimer en fait. Ils te font pas une petite tape sur l'épaule, ils te font une grosse accolade, quoi. Tu vois, c'est. Ouais. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, moi, c'est juste, tu vois, je parlais par rapport à mon ressenti, parce que moi, j'aime bien être quelqu'un, tu vois, qui... Tu vois, moi, mon rêve, ça serait de rentrer dans un écran. Tu vois, c'est le truc inverse. J'aimerais... Tu vois, mon rêve, c'est l'Hashtag Action Hero, quoi. Tu vois, et c'est comme ça que je vois le cinéma. Et c'est vrai que, parfois, voilà, j'aime bien les films comme ça qui te... C'est pour ça que j'aime bien David Lynch, parce qu'il a ce côté aussi très ancré dans l'art. Et il y a plein de fois où je me dis, mais j'ai trop envie de rentrer dedans. Et il y a même des fois où tu fais des pauses et tu as carrément un tableau qui est composé devant toi. Et c'est quelque chose que je retrouve pas mal. Dans le cinéma italien aussi, tu fais pause et des fois, tu as des tableaux magnifiques qui t'apparaissent. Et c'est vrai que j'en trouve moins ça dans le cinéma de certains réalisateurs américains. Pas tous. Oui, après, tu vois, je fais pas les cas précis, bien sûr. Voilà, oui, non, mais... Ça, c'est sûr. Mais voilà, je généralisais par rapport, tu vois, au genre horrifique, fantastique, mon ressenti. Mais c'est très intéressant ce que tu dis aussi. Hein. Je dis pas qu'un genre est meilleur qu'un autre. Hein. Ça, pas du tout. Hein. Moi, j'aime tout. Je suis pas compliquée, j'aime tout. Voilà. Justement, dans le côté qui fait peur encore, c'est un film qui utilise très très bien la notion de huis clos. Parce que c'est vrai, comme ça, ils sont enfermés. Donc, si vous êtes claustrophobe, c'est peut-être des films qui vont vous mettre mal, parce que vraiment c'est des persos qui sont enfermés dans des espaces réduits, soit leur appart, soit l'immeuble en entier, soit la salle de cinéma, et ça peut être quand même assez angoissant comme ça, de pas pouvoir sortir, de pas savoir ce qui se passe à l'extérieur, qui vous a enfermé. Enfin, je trouve qu'il y a un côté un peu aliénation qui est apporté par ce huis clos. Je pense notamment à la scène dans l'ascenseur où on a ce personnage justement qui a peur des ascenseurs et qui se sent étouffé, oppressé, qui se tape une crise d'angoisse, et je trouve ça... je trouve la scène vraiment juste déjà pour quelqu'un qui fait des crises d'angoisse comme moi, je peux vous dire c'est juste. Mais je trouve que c'est intéressant parce que vraiment, ça rajoute encore plus à l'ambiance du film qui est déjà bien nerveuse. Ah oui, totalement. Dans le 1, on a les personnages sont enfermés dans un cinéma. C'est-à-dire que quand il y a les démons qui font éruption, ils essaient de s'enfuir et ils découvrent qu'ils sont emmurés à l'intérieur. Donc emmurés vivants. Y a-t-il plus terrifiant que ça à part être enterré vivant? Donc vraiment, c'est terrifiant. Ils découvrent ces briques. Et en fait, ils vont devoir à un moment donné, ils se cloisonnent dans un étage du cinéma, parce que les cinémas à l'ancienne c'était à 2 étages, donc ils sont sur le balcon, ils essaient de faire une espèce de barricade, mais tu comprends bien que ça va pas durer, et que même là ils sont enfermés dans un petit espace qui finalement est grand ouvert, et c'est ça tout le paradoxe en fait du 1, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés dans des espaces qui sont assez grands en fait, et assez grands pour que tu ne saches pas dans l'ombre, derrière le rideau rouge, qu'est-ce qu'il y a quoi, ou derrière la fauteuil quoi. Ou sous les fauteuils même. Et du coup, c'est des espaces grands, mais où tu es enfermé à l'intérieur, et où il peut y avoir des choses juste à côté de toi terrifiantes, et du coup, tu es complètement prisonnier de cet espace. Et en fait, à un moment donné, ils vont réussir à percer un mur, et du coup, tu as l'espoir que... voilà, ils arrivent dans la cabine de projection, et ils découvrent en fait que c'est une machine qui diffuse... le film, donc il y a même une personne à qui appeler au secours, et ensuite ils vont tomber sur un espèce de souterrain qui fait très penser alors pas aux catacombes italiennes qui sont pas du tout comme ça, mais par contre en France et dans d'autres pays, il y a ces vides un peu, la défense c'est ça, en fait c'est des vides qui sont des fondations, et qui sont, c'est des piliers de béton, c'est assez effrayant, et ils tombent là-dessus. Et en fait, ils comprennent qu'en fait, il n'y a pas de sortie, en fait. Ils sont enfermés dans la structure et qui sont là, qui sont des proies pour ces démons, en fait. Et ils comprennent qu'il y a une machination derrière, c'est ça qui est le plus terrifiant. Et tu vois, là, je vais faire puisqu'on parle du 1, moi, je ferai un rapprochement avec l'Antiquité, parce que des fois, on a des personnages qui sont paumés. Il y a un côté assez labyrinthique dans ce cinéma, et ça me fait penser au labyrinthe avec le Minotaure. Tu vois, qui est là et qui traque ses proies un peu. Et là, c'est des démons. Moi j'ai pensé à un labyrinthe avec des rats de laboratoire qui sont enfermés, qui sont piégés et qui essayent de trouver la sortie, même si je pense encore plus pour le 2,
Puisque dans le Mhm. 2, il y a vraiment encore plus d'espace, parce que c'est tout un immeuble, mais finalement, t'es enfermé dans l'immeuble. Là, pour le coup, ce n'est pas une machination des démons, c'est la sécurité de l'immeuble qui s'est mis en route, et t'as un gardien d'en bas qui te l'avertit, en fait, et du coup, tu comprends qu'en fait, ils sont piégés dans le système, et en plus, il y a ce sang acide là qui coule le long, justement, des canalisations, et qui, du coup, va tout péter, quoi. Va couper le téléphone, va couper l'électricité, ils vont être complètement prisonniers, en fait, et du coup, ils ne pourront plus sortir, ils sont enfermés dans cet immeuble, et quand ils arrivent enfin à sortir, c'est pour tomber dans un autre immeuble qui est un studio de télé. Donc du coup, il y a vraiment enfermé dans quelque chose, et t'es encore, quand tu penses que t'es sorti, tu retombes sur quelque chose d'encore pire. Et les deux films, en fait, finalement, sont... qu'est-ce qui est huis clos aussi, enfin qui pour moi évoque le huis clos en tout cas, sont construits comme des poupées russes au final. C'est-à-dire que tu ouvres une poupée, ben, tu retombes sur une autre plus petite, et tu retombes sur une autre plus petite, et en fait, inexorablement, tu te retrouves encore plus enfermé dans un truc encore plus resserré qu'avant, en fait. Mais c'est ça, et puis même quand ils sont à l'extérieur, ils sont enfermés. Tu vois, dans le un, par exemple, les fameuses scènes avec nos amis les hippies là, qui circulent en voiture, t'as Les l'impression des fois punks, qu'ils tournent voyons. en rond. Ouais, pardon, punk. Oh là là, excuse-moi, c'est à cause de la drogue. D'ailleurs, c'est très drôle dans la canette de coca. Mais bref, quand ils sont à l'extérieur, t'as l'impression qu'ils tournent en rond. Des fois, t'as l'impression que la façon dont les immeubles sont placés, il y a un côté, encore une fois, de labyrinthe. Et même dans le 2, quand il est à l'extérieur, il est entouré, les personnages sont entourés par différentes tours. Et ça, Mm. encore une fois, tu as ce côté un peu, bah ouais, je sors d'un espace pour être dans un autre. Donc c'est vrai qu'on a, comme tu dis, ce côté poupée russe qui est plutôt pas mal, hein. Et ce côté poupée russe, on peut aller plus loin. On peut dire que les deux films sont des poupées russes aussi, puisque finalement, c'est les mêmes personnages qu'on retrouve. Le héros va porter du 1, qui n'est pas le même que dans le 2, va porter pourtant le même prénom. Il y a des personnages qui auront la même fonction. On a parlé du personnage joué par le cascadeur, Bobby, qu'on retrouve dans le 1 et dans le 2, qui ont la même fonction, même s'ils ne sont pas la même histoire, ni le même prénom. Mais ils ont le même acteur. Et du coup, on retrouve vraiment un parallèle entre le 1 et le 2, comme si finalement c'était la même histoire et le même film, en fait, qu'on aurait sous un angle différent, en fait, ou un contexte différent, mais au final, c'est la même manière de c'est construit, il y a les mêmes acteurs, les mêmes comédiens, il y a vraiment un parallèle qu'on peut faire entre les deux, quoi. Comme si l'histoire était interchangeable, quoi. Mm. Mais tu vois, pour revenir sur le côté du 2 où tu parlais d'aspect documentaire, bah, je trouve que finalement, si on fait le parallèle entre un et 2, on pourrait voir ça comme l'étude de la façon dont une maladie s'est répandue. Tu vois, je pense par exemple au bouquin de Max Brooks, World War Z, où le Mm. personnage, en fait, part rencontrer des gens pour recueillir leurs témoignages et Ouais. voir comment dans les différents pays, dans les différentes classes sociales, euh, les zombies, voilà, comment ça a été traité, comment ça a apparu et compagnie. Et là, finalement, on pourrait aussi avoir ça avec un côté la classe populaire, donc les gens qui vont au ciné, comment eux, ils ont réagi et comment, bah, voilà, dans les hautes sphères, bah, ça allait jusque-là et bah, comment eux, ils ont réagi. Parce que c'est vrai que ces personnes-là dans l'immeuble, on peut y voir aussi comme un côté genre, oh, mais on est intouchable, non, non, ça n'arrivera pas chez nous. Mm. Et en fait, ça arrive chez eux, donc comment est-ce qu'ils réagissent? Et au final, ben, qui réagit le mieux? Et c'est vrai que dans le 1, on a vraiment ce côté ouais, on s'entraide, ouais, top et tout. Alors que dans le 2, ben, finalement, on se rend compte que l'entraide, eh ben, c'est surtout les sportifs qui prennent les choses en main et qui vont recueillir les gens. Alors que ceux qui restent dans le haut de l'immeuble, eh ben, ils se débrouillent tout seuls, en fait. Et c'est ça qui est intéressant de voir que finalement, ça met peut-être en avant cette classe populaire et cette jeunesse en quelque sorte aussi, parce qu'il y a la jeunesse qui est pas mal mise en avant, je trouve. Et c'est plutôt intéressant de voir un côté, pas révolutionnaire, mais un côté de voir à quel point bah, c'est une société qui est coupée en deux. Et enfin voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne utilisation du huis clos. Oui, tout à fait. Je confirme. Et puis même, on pourrait même aller plus loin sur ce parallèle, Mhm. parallèle entre les deux, la réaction entre les deux. Comme tu dis, effectivement, il y a aussi un peu les couches populaires et les classes supérieures. Et vraiment, peut-être, finalement, c'est peut-être je parlais de rats de laboratoire, mais t'as l'impression que finalement, c'est comme des personnages qui seraient dans une maison de poupée qu'on observerait, quoi. Et qui sont piégés Oui. à l'intérieur, quoi. Comme si Mhm. c'était l'objet d'une expérimentation. Et le 1 le souligne un peu, puisque t'as le personnage avec le masque qui arrive au moment où ils arrivent à sortir par le trou qui a été créé par l'hélicoptère, et qui essaye de les renvoyer à l'intérieur, quoi. Comme s'ils étaient... et tu comprends qu'en fait, c'est une machination, quoi. Mhm. Et ça me fait rappeler cette histoire de... Je sais plus qui c'est qui a inventé ça, qui disait qu'en fait, toutes les histoires, c'était genre enfermé dans une boule, comme un peu une boule à neige.
Et c'est un truc qui était repris, par exemple, tiens, à la fin de Men in Black, justement, où ils te montrent l'univers, que c'est en fait des boules et tu vois des gamins qui jouent avec. Et du coup, on Mm. peut se poser la question, mais finalement, c'est qui dirige tout ça? Qui fait cette expérience? Que ce soit dans le 1, où bon, on a quand même quelques indices avec ce gars avec le masque, avec l'ouvreuse, mais dans le 2, on peut se poser la question, finalement, c'est qui regarde dans ces poupées ou c'est qui regarde dans cette maison voilà, qui observe en fait, qui est l'instigateur de cette expérience? Parce que je suis très d'accord avec toi, on a vraiment ce côté expérience sociale, mais qui la crée? Et ça, c'est un peu la question qui reste en suspens, mais je trouve que c'est pas plus mal qu'on n'ait pas la réponse parce que ça peut amener du débat et de la réflexion aussi, peut-être. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut y voir à la fois quelque chose de mystique, bon, c'est ces démons là qui font leur rituel, mais au final, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce qu'à un moment, on voit des démons qui sortent de corps d'autres démons. Mais au final, qui sont-ils? Que veulent-ils? Qui les a ramenés? Est-ce qu'ils se sont ramenés tout seuls? Est-ce qu'il y a quelqu'un, tu vois? À un moment, je me suis dit, on serait dans un truc de Lovecraft, on verra un culte diabolique qui veut ramener des démons. Mais là, même pas. Qui a fait ces films? Qui a produit? On sait pas. On sait pas. Bah, après, dans le 1, il y a quand même. Tu sens que l'homme masqué. Il y a quand même une machination, dans le sens où on voit qu'il y a des machines, qu'il y a l'homme masqué qui les renvoie, il y a l'ouvreuse qui a un comportement bizarre, étrange. Il y a vraiment, tu sens une machination, tu sais pas par qui ni comment. T'as l'impression que c'est les démons eux-mêmes, en fait, qui ont été réveillés et qui décident d'agir par eux-mêmes. Et dans le 2, en fait, c'est un peu la connerie humaine, quoi. Limite comme dans Le Retour des Morts Vivants, en fait, Oui. où à la fin du film, ils ont... Enfin, le truc aurait pu être cantonné, mais une décision conne humaine fait que... fait que le mal se répand encore plus, quoi. Ouais. Mais tu vois, on retrouve encore une fois cette question de ben l'homme est un animal, tu vois, est un loup pour l'homme aussi, tu vois. Donc c'est un peu ce côté-là. En fait, on est notre pire Mm. ennemi. C'est même pas les démons les pires, c'est nous. Parce que Oui, tout à fait. je sais pas, mais ils prennent des décisions. Enfin, c'est pas logique. Encore dans le premier, tu vois, justement, ils ont une décision logique d'enfermer le premier démon dans une salle. Donc là, elle est contenue. Et ça, c'est une très bonne idée. Mais quand il y a nos amis les punks là, qui arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent. Moi, je Il sais pas, libère. je vois une porte qui est condamnée avec un distributeur. Je me dis, bon, déjà, j'arriverai pas à le bouger. Mais je me dis, bon, il y a une raison, on va pas toucher, quoi. Mais non. Si ce qu'on vous a dit, c'est pas suffisant pour vous, déjà, ben, on vous conseille de vous procurer la très très belle édition donc de Carlotta Film. Donc vous avez un joli, là je l'ai devant moi, vous avez un joli coffret Blu-ray en steelbook magnifique avec la belle image dont on vous a parlé là, de l'arrivée des démons. Mais en plus, si vous voulez des infos supplémentaires, bah, il y a plein de bonus. Vous avez des interviews ben, de Lamberto Bava, vous avez une interview de Dario Argento, c'est quand même super cool. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, il y a d'autres Il y a le entretiens. compositeur pour le 2. Compositeur aussi, ouais, pour le 2. On a le fils de Lamberto Bava aussi qui parle. Vous avez aussi un bonus très intéressant qui s'appelle La Tour Infernale, où il y a un entretien avec donc Romain Van de Stichle, excusez-moi si je prononce bien. Désolée pour l'écorchage du nom, mais apparemment, je crois qu'il a écrit un livre sur Mario Bava, si j'ai bien compris. Oui, le magicien des couleurs. Ouais, qui a l'air très sympa d'ailleurs le bouquin, je pense que je me le procurerai. Mais en tout cas, c'est très intéressant, vous aurez une mine d'infos supplémentaires qui vont vous permettre de vous accompagner comme ça dans la découverte de ces films, en plus de cette émission. Et j'espère ben, qu'on vous a convaincu et que vous passerez un bon moment. Si tu veux rajouter autre chose pour la conclusion. Bah franchement, allez-y, c'est de la bonne cam. Voilà, c'est beau, c'est bon, c'est frais, c'est drôle. Éclatez-vous. Et en plus, ça a inspiré et infusé pas mal de films d'horreur qui ont suivi. Donc Ouais, franchement... mais j'ai même vu des références qui m'ont fait penser à Buffy. Alors écoutez, si vous êtes fan de Buffy, je vous dis rien, mais regardez le film. Pour faire un petit coucou aux copains de Pourquoi Buffy c'est génial, c'est si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça, c'est parfait pour leur rubrique. Je leur conseille. Bah, il nous reste plus qu'à mettre une petite note. Alors je te propose qu'on note chacun des films et puis on choisit notre préféré. Comme ça marche. permettra. Alors pour Démon 1, quelle note lui mets-tu? Eh ben, je lui donnerais la note de 8. Je suis assez d'accord avec cette note et je mets la même. Parce que vraiment, moi, j'enlève 2 points pour les punks. Vraiment. Parce que je comprends toujours C'est pas. vrai qu'en fait, ouais, tu les enlèves, le film gagnerait d'un dynamisme, il sera un peu plus court, un peu plus dynamique. Mais Ouais, ça rajoute des longueurs en fait. Ah, je suis d'accord.
Alors, pour Démon 2, alors, j'ai envie de mettre un 9 parce que je l'adore et que je le trouve beaucoup plus... Enfin, je sais pas, je le trouve très drôle. Je trouve qu'il est plus nerveux que le premier Ouais. et donc je rajoute un point pour ça. Ouais, moi je te suis sur la note, comme les remarques, hein, je préfère le 2, comme dans Gremlins, je préfère le 2. Pareil. Voilà. Eh ben écoute, on est d'accord. Donc notre préféré, c'est le 2 avec une moyenne de 9. Bah, vous voyez, au moins, il n'y a pas de dispute. Bah voilà, bah écoutez, on est arrivé au bout de cette émission. On remercie Spike de nous avoir laissé le micro et nous avoir permis de parler de ces deux super films. On vous invite, chers auditeurs et auditrices, bah pourquoi pas, tiens, à venir en commentaire laisser votre note. Tiens, ça peut être sympathique d'avoir votre avis. Si vous êtes d'accord avec nous, si vous préférez Démon 1, bah dites-le nous. Il n'y a aucun souci. Je vous invite également à aller visiter le site des réfracteurs. En plus, en ce moment, il y a un super mois, un mois Ciné Lumé où on vous fait découvrir ou redécouvrir peut-être sa super filmographie. Vous avez des podcasts, vous avez des articles et en plus il y a un concours. Il suffit d'aller sur donc le compte Twitter donc des réfracteurs. Vous trouvez, il y a un post et vous pouvez gagner en Blu-ray Serpico qui est un excellent film. Donc pour ça, il vous suffit d'aller sur Twitter, de regarder les petites règles et puis de tenter votre chance. Après, vous pouvez vous abonner au Réfracteur sur toutes vos applications de podcast pour avoir directement les contenus dans vos oreilles. Voilà, comme ça vous ne raterez rien et de nos aventures. Notes, des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou tous les agrégateurs de podcasts. Ça donne, c'est toujours sympa et c'est cool d'avoir de vos retours. Donc n'hésitez pas. Eh bien écoute, c'était très bien dit. Et moi pour finir, je fais un petit bisou à XP, une petite dédicace parce qu'il m'a pas mal aidé aussi pour la préparation de l'émission. Donc je lui envoie un petit coucou. Et puis, alors Spike, il aime bien faire des bisous spéciaux en fin d'émission. Est-ce que tu veux nous faire un bisou spécial ? Je te laisse choisir. Un bisou avec de la bave verte, ça va pas vous dégoûter trop pour rester dans l'ambiance. Un bisou pustule. Bon voilà, on vous fait des bisous pistules et on vous dit à très bientôt pour parler encore de super films. Salut. Salut.